C'est tout bon, on est en live. Bonjour à tous, bienvenue ce soir. On a un invité de marque. On va pas tarder à le présenter. Ventouse, tu peux lancer aussi sur Telegram pour les membres qui nous regardent depuis là-bas. Alors pour les personnes qui nous rejoignent aussi, normalement vous avez reçu le message sur Telegram et sur Twitter. N'hésitez pas à le retweeter. Franck, on a eu le temps de discuter un petit peu tous les deux juste avant. Je suis super content de te recevoir parce que ça fait un moment qu'on doit se positionner en live tous les deux. Ça fait super plaisir. Ouais, bah c'est cool qu'on ait trouvé un arrangement pour le timing. Ouais. C'est vrai que tout le monde bosse, donc c'est toujours compliqué. Bah, c'est vrai que entre ton emploi du temps, le mien, et puis toutes les autres petites discussions qu'il y a aussi dans les différents business, ça commence à être chaud, donc Ouais. nickel. Bah merci de m'inviter en tout cas. Euh, Bah avec plaisir. Écoute, les membres de la communauté vont te poser des questions et tout. Moi, je vais te les relayer parce que je pense pas que tu arriveras peut-être à les voir en fonction des plateformes où on est. Alors je vois pas le chat. Ah si, je peux ouvrir le chat. Peut-être que je peux regarder directement. Je sais pas si. Là Alors pour l'instant il y a rien. normalement, tu dois avoir le chat de Twitch, mais je me suis aperçu qu'il fonctionnait pas correctement, tu vois. Mhm. Donc, je l'ai Non. ouvert quand même aussi sur le téléphone, au Ok. moins. Donc, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez poser vos questions, vous pouvez le faire. Là, je regarde le chat de Twitch, mais petit à petit, on va être bon. On devra arriver à avoir et Twitter, et Facebook, et Twitch et tout le reste dans un seul et même endroit. Ça devrait arriver. Bon, écoute, moi, ce que je te propose, c'est que on va faire les présentations parce que certaines personnes dans la communauté te connaissent peut-être par le contenu que tu proposes, qui est en rapport avec la géopolitique et l'économie, mais je pense que tu te présenteras mieux que moi. Donc, s'il te plaît, présente-toi, dis-nous qui tu es, ce que tu fais et quel est ton parcours de vie jusqu'à ton métier d'aujourd'hui. Ok, bah ça va être un vaste sujet. Je vais essayer d'être synthétique. Donc moi je m'appelle Franck Pingam. Donc je suis français. Je suis né en France. Hein. Et puis j'ai un parcours assez classique. J'ai fait des études de sciences humaines et sociales. J'ai fini mes études par un stage dans une startup qui m'a un peu dégoûté de l'entreprise en tant que salarié en tout cas. Du coup, moi, je me suis lancé en tant qu'entrepreneur il y a déjà 4 ou 5 ans, dès que j'ai fini mes études en fait. Donc j'ai lancé une petite revue de géopolitique de base qui n'a pas marché. Puis ensuite, j'ai transformé un peu mon business en quelque chose d'un peu plus financier. Donc moi, ce qui m'intéresse, mes passions, c'est vraiment géopolitique et économie. Et puis, par nécessité, en fait, je me suis tourné vers la finance pour tout simplement placer mon argent. J'étais passionné de métaux précieux de base. Et donc, j'ai commencé à écrire un livre et à proposer des petites formations comme ça pour aider les gens à investir de la manière la plus optimisée possible. Et c'est comme ça que mon business, en fait, a commencé à décoller. Donc, moi, mon travail aujourd'hui, c'est, à travers un site qui s'appelle Géopolitique Profonde que j'ai fondé, c'est de faire de l'information, en fait, géopolitique et économique pour comprendre le monde et la macroéconomie principalement, pour, en fait, pouvoir se positionner pour essayer de trouver des marges de manœuvre et s'en sortir du mieux possible avec nos finances. Et en termes de liberté individuelle, quelque chose à laquelle je suis particulièrement attaché. Donc voilà, on fait principalement de l'information économique et puis derrière, on propose des solutions pour pouvoir placer son argent de manière un peu décentralisée. Voilà, ça rejoint un peu ce que fait nos limites totalement même. Et voilà, on propose pas mal de trucs en ce sens. Donc voilà, grosso modo. C'est une bonne présentation, c'est une bonne présentation. Euh, Bah, tu vois, moi, ça m'amène tout de suite une question. C'est quel a été le déclic qui t'a fait te lancer dans la débancarisation et tout ça? Parce que je pense que il y a la situation économique qui forcément aide à à s'orienter vers ce choix. Mais toi, qu'est-ce qui t'a poussé là-dedans? Bah, ça vient en fait d'une situation politique. Moi, de base, ça fait 10 ans en fait que je fais de la politique entre guillemets sous différentes formes. Et en fait, moi, je suis profondément anarchiste. En fait, j'aime pas l'État, j'aime pas l'autorité. Donc, j'ai un gros problème avec Mhm. ça. C'est un problème vraiment personnel de base, hein, je pense. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis entrepreneur. C'est parce que j'ai jamais pu en fait me soumettre aux règles en général. Et forcément, les règles, ça vient aussi avec les règles bancaires et compagnie. Donc, j'ai rapidement voulu trouver des solutions pour arrêter d'être soumis en fait à des instances intermédiaires qui n'ont normalement aucun pouvoir et aucune légitimité à contrôler notamment mon épargne et mon argent. Donc on va dire que ça Ok. part de ce constat-là. Et comme je disais après, c'est principalement politique, comment on se protège en fait un peu euh, de toutes les tensions qu'il peut y avoir. Et en plus, voilà, quand j'ai démarré, c'était pas aussi chaud. Mais là aujourd'hui, on voit qu'avec les tensions géopolitiques, économiques, financières, inflationnistes, voilà, ça commence à être vraiment tendu et il faut vraiment trouver des solutions alternatives pour se décentraliser, décentraliser un peu son épargne, trouver de la résilience en fait dans un peu tout ce qu'on fait. Et ça touche pas que l'argent, ça touche vraiment nos individualités, nos collectivités même.
faut vraiment trouver des solutions pour pouvoir être le moins soumis à l'État, aux intermédiaires le plus possible et à trouver en fait des souverainetés, mais partout, hein, des souverainetés individuelles, des souverainetés bancaires, financières, fiscales. Donc pour ça, c'est un travail vraiment de long terme et c'est sans fin, on va dire. Il faut trouver des solutions tout le temps pour essayer d'être le moins soumis possible aux règles et à l'État, tout en respectant les règles. Et c'est ça aussi la particularité de la chose, c'est qu'il faut quand même respecter les règles. Ouais. Voilà, il faut respecter les règles, mais on va pas non plus être zélé. Moi, je ne suis pas zélé du tout vis-à-vis des règles. Il faut le savoir, donc j'y tiens. Donc je ne suis pas zélé, mais voilà, il faut respecter quand même un minimum les règles. Donc on les respecte. Par contre, voilà, il faut trouver des solutions quand même pour s'émanciper un peu de tout ça. Ok. Ok, putain, c'est vrai que c'est intéressant comme sujet. Enfin, il est tellement vaste qu'on pourrait, on pourrait parler là-dessus pendant des heures, mais sur la partie métier et, enfin, je veux dire, ton métier, c'est la débancarisation et être entrepreneur, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors en fait, moi, Géopolitique Profonde, c'est un site d'information de base. Sauf Ok, que, comme tous les sites d'information, en fait, la plupart proposent voilà, des revues, ou alors on propose le modèle de financement, c'est les revues, les dons, les choses comme ça. Moi, mon modèle de financement, c'est pas ça. Et surtout, j'ai un objectif derrière. C'est pas juste de s'informer, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait après l'information. Parce que l'information, c'est une chose, c'est la première étape, on va faire, on va dire. On s'informe d'abord, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec cette information? Ça, c'est un problème fondamental que j'ai connu peut-être toute ma vie, c'est qu'on a des informations, mais des fois on n'est pas outillé pour les capter, c'est-à-dire qu'en fonction de nos a priori, en fait on ne comprend pas une bonne information, c'est-à-dire on peut déceler n'importe quelle information politique ou financière, mais en fait avec notre prisme de lecture, chacun va avoir une idée différente, une lecture différente, en fait une grille d'analyse différente de ce qu'on peut voir. Donc moi, ok, c'est déjà donner des outils d'analyse pour bien comprendre le prisme d'une information. Qu'est-ce qui se passe quand les taux d'intérêt augmentent sur la situation actuelle? Quelles sont les conséquences concrètes sur nos vies, sur notre épargne, etc., par exemple? Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec cette information? Comment agir, en fait? Et c'est vraiment cette dimension comment agir qui, moi, m'a poussé, en fait, à faire ce que je fais. C'est-à-dire pas juste un média, mais à proposer des solutions derrière, concrètes. Donc ok, ouais, c'est un peu le même modèle économique que toi, c'est-à-dire on propose vraiment des méthodes d'investissement, de la formation, des stratégies, des méthodes pour pouvoir vraiment se positionner, profiter des situations ou alors totalement s'échapper d'un certain carcan numérique et compagnie, quoi. Donc c'est vraiment mm, chaque chose par étape. On commence par l'information, ensuite on comprend l'information et ensuite qu'est-ce qu'on fait en fait avec cette information pour pouvoir réagir en fait et pas juste être sur la défensive ou alors dans la consommation pure. Il faut au bout d'un moment agir pour changer nos vies, mettre à l'aise sa famille, etc., etc. Donc trouver vraiment des solutions. ok. Moi, j'ai noté une question parce que du coup, je m'interroge là-dessus. Aujourd'hui, tu vis où, dans quel pays, peut-être même en France, j'en sais rien. C'est confidentiel. Non, en fait, Ah, ouais, en dans localisation générale ou pas du tout? dans l'optique que j'ai, Ouais, on va dire la solution la plus radicale au bout d'un moment, c'est de se décentraliser soi-même. Donc en fait, si on a tout dans un pays, que ce soit une seule banque, une seule maison, un seul pays, au final ça va pas. Tu vois, il y a un truc, il faut avoir des billes un peu partout. Donc moi, je suis français, j'ai toujours des bases en France, mais également je suis dans un autre pays européen. Et mon objectif, c'est de diversifier un maximum, que ce soit mes assets ou ma ok. personne, pour avoir en fait différentes solutions au cas où il y ait un problème. Par exemple, on l'a vu en 2020 avec une certaine situation dont on ne va pas citer le nom. Il y avait des pays qui étaient plus résilients, plus laxistes que d'autres. Et ça, faut bien l'avoir en tête. C'est valable sur absolument tous les sujets. Et ça sert à ça également de se décentraliser en décentralisant sa personne ou même son entreprise. C'est en fait de pouvoir être un peu flexible. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment très problématique parce que la plupart des gens sont sédentaires. Et malheureusement, quand on est trop sédentaire, on se fait avoir. Et Mm. moi, voilà, j'ai décidé de sortir de ça à un moment parce que j'étais bloqué dans ma situation de sédentaire, bloqué politiquement. Et au bout d'un moment, j'ai dû sortir un peu de ce carcan, on va dire, franco-français pour pouvoir essayer de trouver des horizons ailleurs et puis de nouvelles marges de manœuvre, que ce soit du point de vue de ma localisation, de mes assets et compagnie. Donc voilà, je suis dans divers pays. Ok, je vois. Bah, après, c'est marrant parce que ça me fait réfléchir sur un sujet que j'avais évoqué une fois en live. C'est d'avoir un. Donc, on parle de décentralisation avec la crypto-monnaie et tout ça. Donc, ça, c'est des sujets que la plupart des personnes qui nous écoutent connaissent. Mais il y a un truc aussi que j'avais présenté. C'était un jour, je pense vraiment que il y aura quelqu'un qui va se dire, on va créer un pays décentralisé.
on va créer un pays décentralisé où pour s'y connecter, eh ben, vous aurez un pseudonyme avec MetaMask. Ce pseudonyme vous permettra de vous identifier comme étant un résident fiscal d'un pays qui est dématérialisé. Donc ça pourra certainement être une alternative au métaverse. Et en fait, vos impôts iront dans un endroit qui est complètement dématérialisé, mais en tant que personne vivant dans un État ou un pays physique, vous aurez la possibilité de trouver une nouvelle alternative à ce que l'on connaît aujourd'hui, où on est obligé de vivre 180 jours pour les amis francophones, 180 jours par an dans un pays. Et je ne sais pas ce que tu penses de cette réflexion, je ne sais pas si tu la partages ou même si tu as d'autres pistes de réflexion là-dessus, mais ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Un pays décentralisé, ça me paraît quand même compliqué, quoi. Parce que c'est un oxymore, en fait. C'est vraiment deux termes qui sont antinomiques, hein, pour moi. Donc, on peut Ah pas oui, tu avoir veux ouais, j'ai en capté. fait, Ouais. un pays, c'est déjà des frontières. Donc, c'est déjà être centralisé, sédentaire. Donc, on peut avoir un pays décentralisé, mais il y a toujours une autorité centrale qui va quand même trancher les gros sujets. Donc, on peut articuler un peu centralisation et décentralisation. À mon avis, c'est toujours ça, en fait. On peut jamais être décentralisé à 100%. En fait, c'est une chimère. En fait, faut jouer avec les deux et trouver le juste milieu. Et un pays décentralisé, bah, ça existe déjà. Je sais pas, la Russie, les États-Unis, on va dire que c'est un peu décentralisé. Il y a des petits États autonomes qui prennent leurs propres décisions, mais ils utilisent le principe de subsidiarité. Donc, à la plus petite échelle, on prend des décisions, et ensuite les grosses décisions, bah, c'est pris à la plus grosse échelle, et c'est ça qui va centraliser le tout, quoi. Donc, un pays décentralisé, dans cette logique un peu crypto-monnaie, blockchain et compagnie, j'y crois pas, ou alors c'est une belle utopie. Pourquoi pas il me semblait qu'il y avait un mini pays qui proposait ça en Europe. Alors, je C'est sais, pas c'est si Wars ou un nom comme ça. J'avais vu un truc déjà comme ce nom. ça. C'est dans les Balkans. C'est vraiment un mini territoire qui permet aux gens d'investir et d'avoir un passeport totalement, en fait, en dehors de la situation internationale actuelle et régulière, quoi. Donc, je sais pas ce que ça donne concrètement, mais je sais que certains dans le business avaient fait un petit pari sur ce genre de truc. Il fallait payer un petit 10 000 ou 15 000 euros pour avoir ce fameux passeport. Ça donnait une nationalité un peu innovante, on va dire, d'un mini pays qui cherchait des moyens justement d'échapper aux normes internationales. Donc ça me paraît un peu particulier. Le problème, c'est que voilà, si tu es mis au banc des nations dans le système international, il faut savoir qu'il est extrêmement bien structuré. Et voilà, les petits pays, quand tu n'as pas d'argent, ni de puissance, ni d'armée, ni d'armes nucléaires, là on est vraiment dans le fond de la géopolitique. La puissance d'un État, c'est pas juste l'économie, c'est plein de choses derrière. Donc il faut une armée, il faut plein de choses, et on ne fait pas un pays juste avec malheureusement un MetaMask et une clé Ledger, quoi. Ouais, Donc c'est clair. l'idée est belle, par contre à mettre en place, je pense que ça doit être très très difficile. Ouais, ben, ça supposerait qu'il y ait tout un tas d'infrastructures aussi qui devraient être réfléchies en amont. Mais je veux dire, tu vois, par exemple, je prends il y a Dubaï. Dubaï, c'était une ville il y a 50 ans en arrière. Il y avait une simple petite maison, enfin, peut-être pas 50 ans, un petit peu plus. Mais il y avait une maison en plein milieu du désert. Et ça paraissait un rêve impossible. Et pourtant, ils ont construit euh, une fantastique capitale du tourisme qui s'est développée là-bas. Et ça paraissait, c'est vrai, impossible. Et je me dis peut-être que dans l'évolution de tout ce qu'on voit là, IA, blockchain, singularité technologique, tu vois, il y a une possibilité qui peut exister de se dire, bah voilà, peut-être que des IA seraient capables de créer, structurer et définir clairement les vraies frontières numériques que pourrait être un fameux pays auquel ça pourrait s'apparenter et tout ça. Mais c'est pour ça que je poussais la réflexion là-dessus parce que je me suis dit, ça peut être intéressant de voir son avis là-dessus. Mais je vois très bien, ok. L'exemple de Dubaï est pas mal. Par contre, tu oublies certaines choses. C'est que Dubaï ne s'est pas fondé comme ça. Donc, certes, ils ont Oui, attiré euh, énormément de gens, d'investisseurs, etc. C'est ça qui a fait décoller Dubaï, qui rend cette ville aussi exceptionnelle aujourd'hui pour les entrepreneurs notamment, et puis pour les gens qui ont pas mal d'argent. Mais il faut savoir que les Émirats Arabes Unis, c'est un pays gazier et pétrolier de base. Et l'argent vient de là de base. Et c'est grâce à ça qu'ils ont pu construire une telle machine aujourd'hui. Alors certes, ils ont été très très malins pour construire un tel truc. C'est vraiment, ouais, ils l'ont c'est une des imaginé plus comme grosses un villes actuelles. Disneyland. Ils l'ont Mais en imaginé fait, comme. Ouais. ils ont dû faire rentrer des devises en quantité. Le Bitcoin n'a pas ça, tu vois. Donc, les quantités de pétrole et de gaz que tu vends tous les ans, en mètres cubes, voilà, ils ont eu des sacrées devises américaines pour pouvoir financer leurs projets. Et c'est une sacrée diversification. Ils ont bien réussi leur pari pour le coup. Ok. Je note ma question juste pour après. Alors, pour les personnes qui l'auront très bien remarqué, Franck a mis juste à côté de son prénom géopolitique profonde. Donc, si pendant le live vous êtes intéressé, c'est son site. Vous pouvez le retrouver très facilement sur Internet, hein. Je pense qu'il sort très vite dans les résultats de recherche. Je regarde en même temps. Et oui, effectivement, donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez le consulter en même temps.
Bonsoir les gars, salut Dimitri, salut Déa, salut Ali, bonsoir à tous. Alors, moi j'ai une autre question. Économiquement, par rapport à la situation que l'on connaît, qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça? Comment tu te positionnes et quelles sont les choses que toi tu mets en place? Ou même ton avis là-dessus, parce que ça fait trois questions. Juste déjà ton avis sur la situation actuelle. Vaste sujet. Ouais, non, Bah, mais en plus, c'est surtout les questions qu'on doit poser régulièrement, tu vois, mais je me dis, tu parles en tant qu'investisseur ou qu'est-ce qu'on fait avec son argent? je dirais d'un côté émotionnel, déjà, d'un côté émotionnel, toi en tant que personne, ce que tu penses de la situation économique, et après d'un côté professionnel, donc plutôt en termes d'investissement, gestion monétaire et tout ça. Ok, donc moi, du côté personnel, je l'avoue, j'ai un biais assez négatif avec ce qui se passe. Ouais, Et justement, ça peut piéger le côté investisseur. Donc, je vais articuler les deux de suite. En fait, moi, je suis sorti du marché action et des crypto-monnaies depuis un moment déjà. Le marché action, ça fait un peu plus d'un an, et les crypto-monnaies, bah, je suis sorti, je sais même plus quand exactement, mais c'était en 2022, quoi. Bref, je ok. suis sorti avant, je me suis pris un down, mais je suis sorti avant le deuxième gros down, etc. Mais c'est parce que j'ai un biais négatif, alors que sur le long terme, pourquoi pas rester sur les actions, les marchés financiers, mais j'ai pas réussi, j'avoue. Donc la situation économique pour moi est vraiment très mauvaise. Il faut bien comprendre que la situation inflationniste est catastrophique et exceptionnelle. On n'a jamais vécu ça depuis 30-40 ans, minimum, Hmm, minimum. Donc là, d'accord. on vit une période particulière. Il faut bien comprendre que l'économie, c'est de l'énergie. Et aujourd'hui, on est dans une crise énergétique. C'est-à-dire, le seul moyen de résorber l'inflation, c'est pas de monter les taux d'intérêt, le taux directeur de la Fed ou de la BCE. Ça va rien changer, ça. Au contraire, ça va même rendre les entreprises et les États insolvables. Le seul moyen, en fait, de résorber l'inflation, ce serait qu'on ait une énergie massive et abondante et pas chère. Et en cette période-là, on sent que c'est quand même assez mal parti. Donc moi, je suis assez négatif à cause de ce genre de phénomène, et c'est principalement à cause de l'analyse géopolitique que pour moi, ça va chauffer dans pas mal de zones du monde. On a Taïwan, on a évidemment la Russie-Ukraine qui vont être les principaux points chauds. Et voilà, d'ailleurs, il y a eu un congrès de la Chine communiste il y a pas longtemps, et là ils sont en train de couper justement les exportations de gaz liquéfié qu'ils achetaient aux Russes et qui renvoyaient en Europe. Parce qu'en Europe, on ne peut pas acheter le gaz russe directement, il faut qu'on prenne une commission d'un intermédiaire, parce que sinon c'est du gaz russe, donc c'est pas bien. Mais la Chine a dit qu'elle voulait arrêter de faire ça. Donc on va vraiment avoir des sérieux problèmes de réserve, et ça va faire monter les prix, donc c'est vachement inflationniste. Et donc j'ai un biais assez négatif pour conclure sur l'économie, et notamment à cause de l'inflation, qui à mon avis, voilà, je pense, si on a atteint un pic, ça va être un pic qui va être stable et il va durer un moment, quoi. Donc Hmm. je vais avoir un biais négatif vis-à-vis de ça, quoi. Donc euh, ça veut pas dire que derrière il faut rien faire en termes d'investissement, mais il faut quand même être prudent. On est dans une situation qui est assez grave, quoi, je pense. Ouais. Ok. Et du côté, enfin du coup, ça rejoint le côté perso, mais sur le côté perso, tu disais justement que tu avais pris des mesures avant les gros pics. Enfin, quel est l'élément déclencheur qui t'a fait dire, oh là, ça sent mauvais, pour que tu justement liquides tes positions? Alors moi, en fait, mon travail, ça consiste principalement à analyser, à prendre tous les rapports des fonds, des banques américaines, etc. Enfin, tous ceux qui font de l'analyse macroéconomique globale pour Ok. analyser la situation. Et en fait, les fondements macroéconomiques sont pas bons depuis déjà longtemps. Donc ça, c'est un constat. Le problème, c'est que le marché financier est décorrélé des fondamentaux. Et donc, en fait, Hmm. tout le problème, c'est de voir à quel moment il va y avoir un ajustement. Et l'ajustement, on l'a trouvé déjà avec le Covid, ça allait pas. Et pour moi, le Covid était vachement inflationniste. Le fait, en fait, de fermer les frontières et voilà, de remonter certaines barrières tarifaires. Donc voilà, le Covid était inflationniste. Avec la guerre en Russie, là, c'était sûr que ça allait être très très problématique de se mettre à dos le principal exportateur de ressources, que ce soit le blé ou que ce soit l'énergie. Enfin voilà, c'est sûr que pour l'économie mondiale c'est pas bon, mais même avant les fondamentaux purs, que ce soit en termes de planche à billets, que ce soit en termes de taux d'intérêt bas, voire nul, voire négatif pendant des années, et puis l'énorme dette qui s'est accrue de manière exponentielle pendant le Covid. Voilà, à bout d'un moment il y allait avoir en fait un rattrapage, et ça a pas loupé. Donc voilà, moi en fait j'ai également des gens qui travaillent pour moi ou avec moi plutôt, ce sont des collaborateurs en fait, mais ils me fournissent des analyses et ils font une synthèse en fait de tout ce qui se passe dans le monde macroéconomique. Et en fait, moi, j'ai décidé de sortir des marchés financiers en suivant tout simplement les recommandations et les analyses croisées de différentes banques, Bank of America, les fonds d'investissement, enfin bref, tous les gens à peu près sérieux, même si voilà, leurs prédictions doivent être
On faut Après faire l'idée. attention en général avec Ouais, ouais, ok, ouais. les recommandations des banques parce que c'est toujours pareil. Oui, l'or va faire machin, le BTC va faire machin, mais au final, ils sortent des rapports tous les mois et puis ils se contredisent tout le temps. Mais n'empêche que sur les fondamentaux purs, vraiment macroéconomiques, et là on parle vraiment genre de commerce international, de transport, de circulation des marchandises, et quand ce genre de choses ça va pas, vraiment l'économie réelle est pas bonne, et voilà, avec les crises qui ont suivi, bah, ça va pas louper. Ok, hyper intéressant. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a à peu près la même façon de fonctionner, mais sur le côté, enfin moi je fais ça sur le côté crypto pour des boîtes. C'est pour faire la transposition pour les personnes qui connaissent uniquement le côté crypto-monnaie plutôt que le côté économique, ce qui serait quand même bizarre, mais on sait jamais. C'est un peu comme si vous lanciez une crypto-monnaie sans avoir défini clairement votre roadmap, mais également les avantages, les inconvénients et tous les éléments que vous allez mettre dans votre crypto-monnaie qui va faire que derrière, sur le long terme, vous allez être en mesure d'avoir, une tokenomics qui sera durable, qui sera pas liée justement à l'afflux de nouveaux utilisateurs constants, et deux, donc du coup, si vous distribuez davantage de crypto-monnaies, bah forcément, c'est un peu comme si vous faisiez un phénomène d'inflation d'une certaine façon. Et en deuxième, c'est un peu aussi le cas si vous créez votre crypto-monnaie, vous la lancez sur le marché, alors que celle-ci, elle ne solutionne absolument rien, et vous mettez un grand coup de marketing derrière. Tout le monde va s'y intéresser parce qu'il va y avoir un effet à prendre dès le début pour en profiter. Donc tout le monde va injecter de l'argent. Et du jour au lendemain, il va y avoir les personnes qui étaient là au tout début qui vont fermer tout ça et qui vont partir avec la caisse. Bah, d'une certaine façon, c'est un petit peu corrélé à ce que expliquait Franck, je pense. Mais ouais, je Il suis s'agit de plutôt d'accord. Il s'agit de planification à un moment quand les Voilà. planificateurs, c'est-à-dire les dirigeants, les instances gouvernementales et les dirigeants peut-être du système international, que ce soit avec l'OMC ou alors même l'Union européenne en général, quand on voit qu'ils ne peuvent plus tenir leurs promesses et leurs ambitions et que au bout d'un moment, il y a que ils essaient en fait de, de, de rattraper leurs erreurs passées, tu vois bien qu'au bout d'un moment, il va y avoir une limite à ce qu'ils font et voilà, on l'a rapidement trouvé. Donc les planificateurs pour moi ne sont pas assez compétents aujourd'hui. Et oui, la politique européenne est loin d'être pragmatique, c'est de l'idéologie pure. Et tout le problème est là, en fait. On est vraiment loin des intérêts nationaux, des intérêts politiques, des intérêts économiques. Et à partir de là, comment on peut faire marcher une structure telle qu'un pays? C'est-à-dire sans pragmatisme, c'est quand même compliqué. Donc voilà, beaucoup d'idéologie et face à la situation actuelle, je pense qu'il faut une grosse dose de réalisme et un pragmatisme à toute épreuve. Mais justement, ça tombe bien que tu en parles, parce que les personnes qui suivent vont être intéressées pour cette partie. Enfin, moi, je connais ton point de vue là-dessus, parce que je regarde un peu le contenu. On n'a pas le temps de tout regarder, mais je regarde une bonne partie de ce que tu proposes. Actuellement, avec tout ça, la chute de l'euro, les guerres, l'Europe, toutes ces jolies, magnifiques créations, qu'est-ce que toi, tu penses qui va arriver? Est-ce que tu as une idée ou même quelque chose que tu peux nous partager, euh, une vision selon laquelle tu penses, je sais pas, moi, l'Europe va s'effondrer, qu'on va arriver à un départ de la France, n'importe quoi. Je vois. Alors moi, je vais m'abstenir de faire des prédictions, etc. Je vais plutôt établir Ouais, des scénarios et même je vais même trancher la question directement parce que c'est des choses vas-y. on est souvent en demande. Voilà, qu'est-ce qui va se passer, ceci. En On fait, peut moi pas c'est très savoir. simple. Moi, je vous dis, ce qui va se passer, ça va être très très simple. C'est que le niveau de vie de l'Occident va baisser drastiquement et vos libertés vont décroître. C'est aussi simple que ça. Retenez juste ça et puis en fait, vous avez tout compris. Il n'y a pas besoin d'établir un scénario très très précis. C'est que les niveaux de vie vont baisser et les populations vont en prendre plein la gueule si je veux être vulgaire. Donc, si vous êtes en Occident et que vous faites partie de la classe moyenne ou que vous cherchez à vous en sortir, il faut trouver sérieusement des solutions parce que peu importe le scénario demain, il sera mauvais. Et ça, j'en suis quasiment persuadé. En tout cas, moi, je mène En mes Europe. activités avec cette perspective-là pour trouver justement des résiliences et on en revient à ce que je fais de base. Quoi. Ok. Et du coup, bah, on va passer à ça juste après. Mais du coup, tu veux dire par rapport à l'Europe ou au niveau international? Moi, je parle plutôt de l'Europe de l'Ouest, donc la plupart des gens qui nous suivent sont là. Euh, le niveau de vie de l'Occident en général, on peut même comprendre les États-Unis, l'Australie, le Canada. Le niveau de vie de l'Occident va baisser tout simplement parce que le centre du monde, en tout cas le centre économique, est déjà en Asie depuis un moment. Mais ça va vraiment. Là, il y a vraiment deux blocs qui se forment et avec la guerre ukrainienne, on l'a bien compris. Voilà, c'est une sorte de retour de la guerre froide. Après, ça fait des années qu'on parle de ça, mais on sent bien que
la rupture est de plus en plus élevée entre les pays démocratiques occidentaux, libéraux entre guillemets, et puis les pays plutôt des BRICS qui vont avoir des régimes plus autoritaires, avec des économies dirigées, libérales ou capitalistes communistes comme la Chine. Ces pays-là, c'est eux qui contrôlent les métaux industriels et précieux qui sont indispensables à tout. C'est eux qui contrôlent les microprocesseurs, hein, Chine, Taïwan, quoi, grosso modo. C'est eux Avec qui contrôlent en fait les fondamentaux purs de l'économie. Le transport aujourd'hui, bah, vous allez à Hong Kong, vous allez à Shenzhen, c'est où tout ça? C'est évidemment en Asie, c'est en Chine. Donc faut bien comprendre il va y avoir une transition. Alors certes, le modèle chinois n'est pas sexy. Par contre, le cœur économique du monde, c'est là-bas. Et ça, c'est indéniable. Et donc ça veut dire qu'en fait, eh bien, je suis pessimiste sur les niveaux de vie en général des Occidentaux, parce que pour moi, bah, c'est le tour de l'Empire du Milieu de reprendre un rôle historique qu'il n'a pas eu depuis longtemps, c'est-à-dire diriger peut-être le monde, en tout cas sur certains secteurs. Encore une fois, les fondamentaux de la puissance en géopolitique, c'est pas juste l'économie, c'est des porte-avions, c'est l'arme nucléaire, c'est une armée puissante. Bon, les Chinois, ils sont beaucoup, mais on ne sait pas si leur armée est vraiment efficace parce que ils peuvent être nombreux, mais sur le terrain, il y a la réalité du nombre et puis ensuite il y a la réalité technique et tactique sur le terrain. Donc ça joue beaucoup. Ils peuvent envoyer 1 milliard de soldats pas bons du tout et pas formés, ça ne marchera pas en fait parce qu'une armée beaucoup moins nombreuse et beaucoup plus formée et technique peuvent faire des merveilles face au nombre, quoi. Bon bref, tout ça pour dire que ils ont quand même des fondamentaux de puissance qui sont réels. Et il va falloir que les Occidentaux fassent attention, et notamment les Américains qui sont l'empire dominant aujourd'hui. C'est un empire qui est sur le déclin, mais n'empêche qu'ils ont toujours ils ont toujours la force derrière eux. Ils ont 10 porte-avions. Je crois qu'il y en a 8 ou 9 en service aujourd'hui. L'arme nucléaire, j'en parle pas. Ils ont une armée qui peut se mobiliser partout dans le monde. Donc les Américains restent quand même les meilleurs. Ils sont autonomes du point de vue énergétique avec le pétrole de schiste. Ils ont toute l'industrie de la Silicon Valley. Donc ils sont pas morts les Américains, mais n'empêche qu'il va y avoir un déclin relatif, en tout cas à mon avis de l'Occident, Amérique compris. Mais le pire, ça va être vraiment les Européens de l'Ouest qui n'ont rien compris, mais rien compris, que ce soit aux fondamentaux de la souveraineté, aux fondamentaux de l'économie, aux fondamentaux de la puissance. Il y a un énorme problème en Occident. Les gens ils vivent dans une illusion totale, quoi. C'est vraiment les problématiques. J'écoutais encore une émission d'économie là sur Thinkerview et ailleurs. Vraiment, la problématique, c'était de travailler moins. Alors qu'il y a des gens qui travaillent 70 heures par semaine, comme toi, comme moi. Enfin, je sais pas ton rythme, mais moi, je travaillais énormément. On peut même regardez 100 heures à tous les deux, je pense. Regardez comment ils bossent en Asie, etc. Pendant que l'Occident reste en fait sur ses acquis. On a atteint un pic et un statut incroyable de niveau de vie, de confort, etc. Sauf que maintenant, les gens deviennent fainéants. Et là, il n'y a plus de place à la fainéantise, à mon avis. Notre génération, il est temps qu'elle se bouge un peu. Et de toute façon, la réalité va vite mettre un coup de pied au derrière à pas mal de gens. Tu vois, je t'explique un petit peu ce que je fais en même temps, c'est que toutes les infos que tu me donnes, je les condense et je les traite. Et je pense qu'à la fin, si jamais ça te convient, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus. J'ai une petite série de questions très courtes sur lesquelles on répondra, du style quelle est ta monnaie favorite? Tu me réponds pas maintenant, mais tu vois à la fin. Pas de souci, avec plaisir. Ça a l'air marrant. Je pense que ça peut être intéressant en format court aussi pour la fin. Vas-y. Ok, je verrai super point de vue intéressant. J'ai beaucoup entendu de choses aussi par rapport aux interviews que j'ai vues sur Thinkerview, Charles Gave, évidemment, et puis les économistes et tout aussi. Mais ouais, ça fait plaisir d'avoir ton retour là-dessus. Ok. Euh, je reprends juste mes notes par rapport à ça. J'ai noté aussi. Donc, on y vient enfin. Tu as fait de la débancarisation. Donc, tu as fait de la débancarisation ton cheval de Troie aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste? Alors la plupart des personnes peut-être chez moi vont connaître parce que il y a aussi un petit côté crypto-monnaie décentralisé tout ça, mais voilà, dans les grandes lignes, je pense que ça peut être intéressant que tu expliques à nos membres ce qu'est la débancarisation et surtout pas pourquoi, mais comment tu fais pour le mettre en place et si tu peux nous en parler ou pas. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Oui, on va en parler. Donc la débancarisation, au début, c'est tout simple. C'est vraiment éviter les blocages bancaires. Aussi simple que ça. Ouais. Déjà, il faut peut-être comprendre. En fait, Bien moi, que ça. pourquoi je m'intéresse à ces sujets, c'est déjà comment fonctionne la banque. Déjà, la banque crée la monnaie. Et la banque détient votre argent. Vous êtes la banque est créancière vis-à-vis de vous. Elle vous doit de l'argent. Quand vous avez de l'argent sur un compte en banque, cet argent n'existe pas. C'est la banque qui vous le doit. Et cet argent, elle doit le créer à chaque fois.
Donc c'est une petite subtilité comme ça dont on se rend pas compte et que quand on s'en rend compte, on se dit mais en fait je suis pas du tout souverain vis-à-vis de mes fonds. C'est d'abord la banque, c'est moi qui ai fait un prêt à la banque. Donc il y a un problème vis-à-vis de ça. Donc la débancarisation, ça consiste déjà à se rendre compte de ça et ensuite à agir. Il y a d'autres problèmes aussi très très simples qu'on peut vivre tous les jours. C'est tout simplement des plafonds de bancaires ou de retrait, des retraits en cash, des problèmes en fait pour faire transiter son propre argent. On doit se justifier tout le temps et ça c'est extrêmement pénible. Moi, s'il y a un truc qui m'énerve, c'est bien ça. Et donc, ça part tout simplement de ce constat. Donc, la débancarisation, c'est déjà comprendre tout ça et trouver des solutions en fait pour arrêter d'avoir, voilà, de subir en fait les demandes de la banque qui nous demandent de justifier pour X et Y raison le fait qu'on veuille utiliser notre argent pour quoi que ce soit. Donc, les plafonds de cartes, les plafonds de virement et tous les problèmes associés aux banques. Voilà, faut trouver des solutions pour s'en sortir. Donc, c'est très très simple. Moi, j'ai une première solution la première solution de débancarisation, c'est la multibancarisation, tout simplement. Donc, on ouvre plein de comptes en banque. Mais quand je dis plein, c'est un paquet. C'est une dizaine, minimum. On ouvre une Tu te dizaine retrouves de avec banques. plein de cartes après. On se retrouve. Tu vas te retrouver avec des dizaines et des dizaines de cartes de crédit après. Exact, exact. Après, il y a des applications comme Curve qui permettent de tout centraliser avec une seule carte et une seule appli. Donc, en fait, on Curve. peut. Curve. Comme, Ok. comme le protocole de finance décentralisée, mais c'est pas du tout pareil. Ah ok, ouais, parce que moi j'avais celui-ci qui Non, résout. c'est pas ça. Oui, oui, c'est pas Curve.finance, c'est Curve, c'est une société de UK, donc ça vient du Royaume-Uni. Et en fait, Ouais. avec une carte bleue et un seul compte bancaire et un seul code, en fait, tu peux centraliser toutes tes banques et tu peux juste switcher en appuyant sur ton appli de banque en banque. C'est une sorte de Dashlane de la carte bleue. Enfin, Dashlane, c'est pour la gestion des mots de passe, comme One Password, tout ça. Exactement. Ça Ouais. centralise tout. En fait, ça permet de pas avoir 1 milliard de cartes en banque et 1 milliard de codes sur tout PIN à retenir, etc. Donc tu centralises tout avec Curve, terminé. Waouh, mais c'est terrible. Mais après, ouais, enfin, remarque, je Évidemment. suis pas forcément étonné parce que n'importe quelle idée aujourd'hui a déjà trouvé une réalisation. C'est juste qu'on n'a pas forcément tout le flux euh, intéressant qui passe toute la journée dans notre feed. Mais pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, je t'en prie. Mais tu vois, c'est une parenthèse très très intéressante ce que tu fais. Toute l'information est disponible. Le problème, c'est comment elle apparaît et comment on la traite. Toute la question est là en fait. Mais sinon, en fait, il existe des solutions à tous nos problèmes. Sauf qu'on ne sait pas où aller et on ne sait Exact. pas où trouver l'information et on ne sait pas comment la traiter derrière. C'est-à-dire quelle est l'application qui va transformer cette information en acte réel derrière. Mais tout à fait, tu as tout à fait raison. Donc voilà, Curve, ça permet en fait de centraliser les cartes bleues. Donc ça permet de voilà d'avoir plein de comptes en banque et puis en fait de dispatcher des petites sommes partout. Et comme ça, jamais on est bloqué. C'est-à-dire s'il y a une banque qui nous bloque, qui nous pose des questions, on vire tout de la banque. Et même si elle nous bloque pendant un temps déterminé qu'on doit justifier avec des factures ou quoi que ce soit, mais en fait, on a plein d'autres banques et donc en fait, voilà, on a moyen d'utiliser son argent vu qu'il est dispatché partout. Jamais on peut se faire bloquer 15 comptes en banque d'un coup. C'est pas possible a priori. Et de toute façon, ça c'est vraiment la toute première étape la plus simple. C'est on se multibancarise. Deuxième étape, ça va être de commencer à se débancariser pour de vrai. Donc là, il s'agira d'utiliser ce que ta communauté connaît bien, c'est un MetaMask et une clé Ledger. Ça, c'est vraiment mon cheval de bataille perso. Alors Ça, les c'est gens, vraiment la ils clé, ont c'est un la peu de clé mal de la avec les souveraineté, gens. quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais je sais, tu sais, moi, mes clients, ce sont des gens en général qui sont beaucoup plus âgés que nous. Ils ont, voilà, 40, 50 ans. Et c'est vraiment le profil type de ma clientèle. Donc moi, je dois vraiment leur expliquer tout ça. Et c'est pas simple. Par contre, les potentialités qu'offre aujourd'hui un MetaMask, un stablecoin et une clé Ledger, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire on peut détenir des fonds sans aucun intermédiaire et sans aucun blocage. C'est une technologie exceptionnelle. Et si on la prend pas en main, pour moi, c'est la plus grosse erreur du 21e siècle. Surtout quand on a moins de 30 ans, c'est juste inacceptable. Bon, bref. Mais donc, voici une deuxième solution, en fait, ça va être de tout simplement sortir son argent des banques, de le mettre d'abord sur une plateforme centralisée type Binance, de transformer ses euros ou ses francs suisses en stablecoin dollars. Alors, il y a plein de stablecoins dollars, vous prenez les plus gros, BUSD, USDT, USDC. Si vous avez Quand beaucoup on dit d'argent, il faut quand diversifier on un dit les plus maximum. gros, c'est les plus grosses market cap. C'est ça. Voilà, les plus valorisés, ceux qui nécessitent, ceux avec lesquels le marché a le plus confiance, quoi. Même s'il y a des polémiques sur certains stablecoins style USDT, ça reste la plus grosse market cap. Donc, en avoir un peu, vous prenez pas énormément de risques en mettant 1000 euros dans l'USDT. De toute façon, il y en a plein des stablecoins. Il y a l'USDP, il y a le TUSD qui sont des stablecoins avec une plus faible market cap, mais qui du coup qui sont très résilients parce que pour chaque stablecoin émis dans la blockchain, on a un stablecoin, on a $1 en coffre réel. Donc là, c'est un modèle très très intéressant, c'est-à-dire il y a vraiment un truc backé réel et c'est assuré, il y a des audits tous les mois. Donc ça, c'est super carré. Mais sinon, après, il y a des stablecoins ultra liquides, USDC et compagnie, quoi, qui sont backés par des bons du trésor, par des obligations d'entreprise, etc., etc. Donc il faut le stablecoin, il peut y avoir des soucis ensuite
il faut en fait comprendre son fonctionnement. Il peut y avoir des soucis Mhm. vis-à-vis de l'entreprise qui l'émet, vis-à-vis du PEG, en fonction de la monnaie à laquelle le stablecoin est rattaché. Donc il y a des stablecoins dollars, mais il y a des stablecoins euros, francs suisses, dollars singapouriens. Il y a des stablecoins pour tout, quoi. Donc il faut rester sur les plus gros, c'est le plus simple en tout cas pour débuter. On investit dans les stablecoins les plus gros et ensuite, hop, on envoie ça sur clé Ledger ou alors sur le MetaMask connecté à la clé Ledger et comme ça, on est souverain, sécurisé. Et voilà les manières les plus simples, on va dire, de se débancariser dans l'idéal. Après, moi, mon cheval de bataille, ça va être pièce d'or, pièce d'argent, indispensable, un tout petit peu Physique. En physique. physique. C'est ça? Donc là, je Ouais. parle pas, je parle bien de pièces et d'or et d'argent en physique, super important. Mais en quantité, il faut que ce soit toujours dans des quantités raisonnables. Moi, dans tout ce que je fais, le plus important, c'est vraiment money management. Entre 0,5 et 2% de son capital doit être allégué à une ligne d'investissement. Donc dans l'or, vous mettez 2%. Il n'y a pas besoin de mettre plus. Et encore, c'est beaucoup. Sachant que l'or, en plus, on peut en acheter de manière tokenisée avec le Pax Gold. Et ça, pareil, hop, on peut le foutre dans la clé Ledger. Ou alors, on peut le stacker, mais là, ce serait un peu plus dangereux. Il s'agirait de le centraliser, du coup. Vaut mieux l'envoyer sur sa clé Ledger et au moins, c'est beaucoup plus carré. On a de l'or et on peut parier sur potentialité de montée du cours de l'or sur le long terme. En tout cas, sur 10 ans, 15 ans, je pense que ça bat l'inflation, honnêtement, l'or. C'est pas avec ça que vous serez millionnaire, mais ça protège une partie, en tout cas, de son patrimoine. Et de toute façon, comme je dis, on respecte un money management serré. On met entre 0,5 et 2% de son patrimoine sur ce genre de solution. Pareil pour le BTC, on met 0,5 ou 2%, terminé. Pas besoin de mettre plus. L'argent, vous pouvez l'utiliser. Il y a plein de solutions pour investir ensuite son argent. Débancarisation, il s'agit de ça, de mettre des petites lignes dans le dollar, des stablecoins, du BTC, du Pax Gold, des pièces d'or et d'argent, un peu de cash, pourquoi pas sous le matelas, mais un tout petit peu, pareil, ça sert à rien d'avoir des sommes extravagantes, ça ne sert à rien, de toute façon, le cash est 1000, totalement 2000. délégitimé. Ouais, grand Ouais, max, ouais. il n'y a pas besoin de plus. C'est vraiment en cas de coup dur, en cas de blocage, de retrait, voilà, avoir un tout petit peu de cash, c'est pas non plus déconnant, ça servira à votre résilience, et puis c'est un truc comme l'or et l'argent, ça servira en cas de crise. Votre cash, vous devez l'avoir dans la devise de votre pays de résidence. Vous pouvez également avoir du dollar en billet parce que ça, je vous assure que c'est accepté partout dans le monde. Et on s'en rend pas bien compte en Europe de l'Ouest, mais en cas de crise, c'est toujours le dollar qui émerge. Quand il y a un problème avec n'importe quelle monnaie dans le monde, c'est le dollar qui gagne. Et on Ça le voit m'avait, d'ailleurs ça m'avait vis-à-vis de la fumé, ça, parité ouais, quand aujourd'hui. j'avais découvert. Excuse-moi, ça a Non, coupé. non, ouais, pardon, je disais, ça m'avait fumé, ça, quand je l'avais découvert, que le dollar, dans le monde, si un jour il devait rester qu'une monnaie, le dollar, c'était celle qui était le plus acceptée. Je me Ah suis dit, oui. mais, ouah, c'est abusé. T'as du dollar dans toute l'Amérique latine, t'as du dollar en Afrique, t'as du dollar à Même Singapour, mais ici, c'est le dollar singapour. Ouais, voilà. Ici, bon, on en entend moins parler, mais le dollar, un vrai billet d'un dollar, c'est impressionnant en fait. C'est tout le monde est d'accord en fait. C'est vraiment la monnaie d'échange liquide par excellence. Donc voilà. Après, avoir juste la monnaie de votre pays de résidence, en soi, ça suffit. De toute façon, le cash, encore une fois, faut pas en avoir beaucoup parce que ça perd de la valeur avec l'inflation, même si c'est assez faible en fonction des montants. Mais voilà, en guise de backup, ça va être intéressant d'avoir ça. Donc voilà les différentes solutions moi que je propose. C'est vraiment le tout premier axe, c'est pour débancariser et décentraliser son patrimoine. Une fois qu'on a mis tous ces trucs en place, bon ben là ça commence à être un peu carré. Et puis ensuite on peut réfléchir à investir son argent, parce que là c'est pas un investissement, c'est juste la décentralisation et la débancarisation. Et ensuite, vu que j'ai dit qu'on respectait un money management très serré, 0,5 ou 2% de son patrimoine, on a encore plein d'argent. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien ça, on peut commencer à l'investir dans plein de trucs différents. ouais, ça fait, en fait, je sais pas si tu avais vu, il y avait une formation qu'on avait faite qui s'appelait Fly. Je n'étais pas rentré dans trop de détails non plus par rapport à ça. Et en plus, je sais pas ce que si tu en avais entendu parler ou pas du tout, non? Je l'ai vu passer, ouais. Ouais. Donc, sur la formation Fly, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on propose n'est pas forcément lié à à ce que présente Franck, pour une simple et bonne raison, c'est que euh, dans une formation, on a, nous, la motivation de faire quelque chose en 2 heures qui soit extrêmement light, mais qui soit concret. Dans les exemples que cite Franck, il y a des choses qui peuvent complètement être différentes de ce qu'on a présenté dans Fly, mais sachez que si on l'a fait de cette formule, sous cette formule-là, c'est que justement, c'était nécessaire pour la compréhension globale. Pour autant, quand vous avez un niveau qui est supérieur, voire avancé, comme c'est le cas de Franck, bah là, forcément, vous n'avez plus les mêmes méthodes. Mais en tout cas, les méthodes qu'on partage donnent déjà une bonne idée de comment vous pouvez faire. C'est pour ça, c'est un message que j'ai reçu en message privé où on me dit, mais du coup, avec Fly, est-ce que c'est est-ce que c'est des stratégies qu'on doit maintenir ou pas du tout? Mais c'est ça, c'est deux choses différentes. Vraiment, c'est pour ça que sous la vidéo, si vous êtes sur YouTube, et je sais pas comment ça marche sur Twitch, j'en ai aucune idée, mais si vous êtes sur YouTube, vous avez le lien en dessous pour prendre
un call avec Franck, donc n'hésitez pas à checker si ça vous intéresse. Vous vous rendez sur YouTube, pour ceux qui nous regardent sur les autres plateformes, c'est Major AGV. Euh, ouais, je vois les petites vannes Major TGV, bien joué les gars. On rigole, on rigole, bien évidemment. Mais bref, en tout cas, le lien est en description. Ok. Euh, on parle de débancarisation parce que vous avez certainement vu des vidéos sur Internet. Il y a eu le Canada avec le convoi de la liberté, où des gens qui participaient au convoi se sont fait bloquer leur argent à la banque. Il y a eu la Russie où il y a eu des banques qui ont limité les retraits à 100 dollars, je crois. Enfin, c'était pas des dollars, mais je crois que c'est 100 roubles, l'équivalent de 100 dollars. Il y a des banques également qui ont fermé les retraits. Et ensuite, dans les pays style Iran et tout ça, et ben pareil, il y a des gens où il y avait une vidéo qui circulait, je sais plus exactement de quoi il s'agissait, mais c'était une dame qui voulait retirer de l'argent pour soigner sa sœur d'un cancer, et la banque lui avait retiré justement la possibilité de le faire. Donc, la débancarisation arrive à des moments clés où on sent que l'avenir économique est un peu compliqué, mais c'est pour ça que je voulais faire intervenir Franck, parce que c'est difficile de tout détailler dans un live d'une heure, surtout quand on a 5 minutes de retard à cause de problèmes techniques. Mais pour autant, si jamais ça vous intéresse, le lien est de toute façon dans la description. De toute façon, comme je le dis moi souvent, la débancarisation, la décentralisation, c'est vraiment la première étape. Donc ça déjà, il y a des possibilités aujourd'hui, mais c'est assez simple à mettre en place en soi. Une fois qu'on comprend un peu la logique, voilà, je vous ai dit plusieurs choses à faire, vous les mettez en place, c'est terminé. Le plus dur après, c'est dans quoi investir. Qu'est-ce qu'on fait après avec l'argent qui reste pour l'investir, pour faire du farming en dollars, pour investir dans des assets un peu sous-valorisés comme des secteurs style uranium, pétrole, transport, voilà. Qu'est-ce qu'on fait ensuite de son argent pour essayer de toucher des dividendes, gagner un peu d'argent et spéculer en fait pour tout simplement essayer de gagner de l'argent par rapport à l'inflation et de pas en perdre, quoi. Et ça, c'est le sujet le plus complexe. Une fois qu'on s'est débancarisé, le plus compliqué après, ça reste à trouver des bons placements pour faire fructifier son argent en fait tout simplement et ne pas se faire scammer évidemment par toutes les solutions qu'on peut proposer un peu partout. Alors ça, surtout quand elles arrivent en message privé sur Telegram, hey coucou, j'ai un super bon plan. On se comprend, on se comprend. Bon, intéressant. Et puis ben, ça nous amène de fil en aiguille à un passage intéressant, c'est la finance décentralisée, les cryptos. Pour toi, c'est un moyen de finalement arriver à la dépendance financière ou c'est plutôt un ensemble qui permet d'arriver à la dépendance financière? C'est un sujet compliqué. Alors moi, par exemple, j'ai beaucoup de clients qui cherchent un moyen d'avoir des rentes et de pouvoir De gagner de l'argent l'argent. rapidement. Voilà, même pas rapidement, mais c'est d'avoir vraiment de l'argent qui tombe tous les mois et qu'on puisse vivre avec. Alors déjà, il faut beaucoup d'argent pour faire ça. Il faut au moins 300, 400 000 balles. Donc voilà, Encore. vous pouvez Et commencer à encore. bosser, les gars, pour déjà récupérer ce genre d'argent si vous n'avez pas fait un gros coup, quoi. Mais pour moi, déjà, ça sert à tout simplement à surperformer l'inflation, à gagner de l'argent, c'est déjà pas mal, mais c'est dans une vision long terme. Quand on fait 10, 20, 30%, allez, en finance décentralisée, en stablecoin dollar, sans prendre trop de risques non plus, eh bien, c'est déjà énorme. Vous surperformez la bourse, vous surperformez l'inflation, vous surperformez l'immobilier. C'est pas mal. Mais vous n'allez pas devenir millionnaire avec ça. C'est vraiment avoir le contrôle de ses fonds, l'investir, et ensuite c'est de la patience. Et cette patience-là, c'est extrêmement dur à l'avoir, surtout quand on est jeune, dynamique, etc. On veut que ça aille vite, quoi. Et c'est extrêmement frustrant de voir qu'en fait, on met 1000 balles dans un protocole de finance décentralisé pour farmer du JUSD avec je sais pas quoi, et puis on se dit, bon ben voilà, je touche 15% annuel. Qu'est-ce que je fais Quand maintenant? on a connu le shitcoin aussi, ou quand on a connu le shitcoin. C'est pour ceux qui ont gagné de l'argent avec le Chipcoin, voilà, bah, ils se débrouillent avec leur cash et puis ils peuvent réinvestir en finance décentralisée, quoi. Mais donc c'est pas avec ça que vous atteindrez l'autonomie financière. Par contre, si vous comprenez déjà cette technologie, bah, vous êtes largement en avance et vous avez surtout le contrôle de vos fonds. Dans ce genre de truc, si vous êtes sur un protocole pertinent avec des paires pertinentes de stablecoin pas trop risquées, eh bien vous pouvez gérer vos investissements, votre patrimoine sans aucun intermédiaire et vous gagnez de l'argent. C'est quand même déjà pas mal. C'est pas mal, mais voilà, sur des protocoles de finance décentralisés, encore une fois, vous respectez votre money management et vous faites pas all-in sur ce genre de truc. J'ai tellement de questions et si peu de temps, ça me freine, c'est ouf. Mais, On peut déborder, hein, si tu veux. bah, écoute, moi, si tu le permets, 10-15 minutes, comme ça laisse aussi la possibilité aux gens.
Vas-y, vas-y. de poser des questions. Donc, je vais prendre des questions qu'il y a sur YouTube, si jamais ça vous va, les gars. Ouais, parfait, il y en aura bien. Tac. Du coup, quelles seraient pour toi les conséquences d'un euro numérique? Pas grand-chose, je pense. L'euro est déjà numérique. L'euro numérique, en fait, ce que ça va changer, c'est que ils auront une traçabilité beaucoup plus poussée. Donc, en fait, vraiment l'anonymat des transactions, même si aujourd'hui l'anonymat est relatif. Mais en fait, il y a tellement de données que c'est compliqué à traiter ça, même pour les data scientists et compagnie. Donc là, en fait, ils ont un gros problème de traitement de données. Il y a trop de flux, en fait. Et avec une blockchain un peu centralisée sur laquelle ils auraient un contrôle vraiment optimum, ils pourraient mieux tracer en fait les transactions, toutes les transactions qui seraient faites en euros. Donc c'est ça l'objectif. C'est pour ça que le yuan numérique, qui est la monnaie, la première monnaie numérique qu'un État met en place en théorie, eux ils ont bien viré le Bitcoin parce que le yuan numérique s'est construit complètement contre le Bitcoin parce que le Bitcoin justement est incontrôlable. Il est traçable, mais c'est très difficile vu que les wallets sont anonymes. Et vraiment, le yuan numérique et toutes les monnaies numériques, c'est vraiment le contre-modèle des crypto-monnaies pour pouvoir arrêter un peu la foire à la saucisse et commencer à contrôler sérieusement les fonds parce que là, vous en rendez compte avec Major depuis 2020, c'est quand même le sacré bordel Ouais. en ce moment sur les cryptos. Enfin, je veux dire, c'est vraiment la foire. Et au bout d'un moment, le contremaître va siffler la fin de la partie et ça va être ça, quoi. Donc en fait, pour moi, ça va pas changer énormément de choses. Euh, vous serez juste plus vite rattrapé si vous essayez de douiller l'État, que ce soit du point de vue fiscal, blanchiment, des trucs comme ça. C'est à peu près tout, je pense. Et Soyez si vous toujours êtes un peu curieux. dissident politique, ça ira plus vite pour vous bloquer vos fonds et compagnie. Donc ce sera la crypto va vraiment prendre tout son sens et on est peut-être encore en avance, je sais pas. Mais peut-être que là, vraiment, les gens vont se rendre compte qu'en fait, il est temps de parler de ce dont on parle, en fait, décentralisation et débancarisation. C'est quand l'euro numérique va émerger 2024, je rappelle, en théorie. Ils vont avoir du retard, hein, je vous rassure. Vous avez le temps de mettre des choses en place. Mais à ce moment-là, les gens vont se rendre compte, ah ouais, ça commence à sentir mauvais. Mais on est peut-être un peu en avance. Moi, je reste convaincu qu'on est en avance. De toute façon, là-dessus, vraiment, le moment où on sera en plein boom, très clairement, pour moi, ça sera 2020, 2026, 2030, où je pense, pas l'apogée, mais le même style où on a... en fait, ce qui nous manque dans notre époque, c'est le Steve Jobs de la technologie blockchain. Dans le sens où si on arrive à avoir une personne qui casse les codes et les problèmes techniques qu'on a aujourd'hui qui font que la population ne comprenne pas les crypto-monnaies et surtout qui font que la presse en rajoute des caisses en disant que c'est mal, que c'est le diable et tout ça, c'est sûr que ça aide absolument pas à faire connaître une technologie. Pourtant, Internet, la presse a fait exactement la même chose avec pendant des années au format papier, mais voilà, aujourd'hui, la presse utilise Internet. Donc ça peut être des choses à surveiller sur le long terme. De toute façon, je pense que c'est une technologie pour les minorités, hein. Faut pas se voiler la face. Ce sera toujours compliqué pour quelqu'un de lambda en fait d'avoir son indépendance et son autonomie financière. C'est pas simple. C'est pas aussi simple qu'une carte bleue, que ton Apple Pay et compagnie, quoi. Donc pour moi, ça restera minoritaire. De toute façon, effectivement, les médias n'ont pas intérêt à diffuser ce genre de choses. Et pour l'instant, la technologie est trop complexe pour que Monsieur et Madame tout le monde puissent utiliser ça. Mais ça arrange bien les États, hein. Si tout le monde était avec du Bitcoin de manière décentralisée, ce serait problématique, hein. Ça c'est clair. Ça, c'est clair. Puis heureusement qu'il y en a que 21 millions, parce qu'avec 7 milliards de personnes sur Terre, non, plus maintenant, 8 milliards, je crois. Quelque chose comme ça. On La arrive ré- quasiment à 8, hein, je pense. Ah ben ouais. Si jamais vous voulez, si jamais vous voulez vous faire un petit trip, vous tapez sur internet World O Meter. Je vais vous le mettre sur YouTube. World O Meter et vous allez regarder sur Google. C'est des nombreux algorithmes qui fonctionnent à une vitesse inégalée, qui récupèrent toutes les datas qu'il y a dans le monde entier. Vous pouvez connaître le nombre de personnes mortes, le nombre de personnes qui sont nées, le nombre de personnes et de barils de pétrole qui ont consommé de l'essence et tout ça. Regardez ça et vous allez voir, c'est un super délire. Et je vous assure que quand vous allez commencer à tomber dans ces compteurs, vous allez vous mettre à avoir le cerveau qui vrille dans tous les sens. Bref, c'était juste l'aparté. Euh,
Niveau stratégie d'investissement, est-ce qu'on peut échanger là-dessus? Est-ce que tu as une stratégie particulière ou pas du tout ou c'est encore Ouais, un peu bah, personnel non, non, moi j'ai plein de stratégies. Donc moi j'adore la finance décentralisée, comme on a dit, farming et compagnie. Principalement évidemment en dollars. Je peux des fois faire des paires un peu innovantes, genre franc-suisse dollar. Mais bon, autant rester en stable sur la même devise, c'est quand même le plus simple aujourd'hui. Restons sur la devise majoritaire, c'est le dollar, les gars. Donc pour l'instant, il n'y a pas de retournement actuel sur l'euro. En tout cas, je ne vois pas pour l'instant. Donc voilà, en restant sur le dollar et en fermant ça, c'est bon, on a nos petits intérêts. Ensuite, voilà, il y a pas mal de solutions différentes. Quoi dire euh, Sur les marchés financiers, il y a quand même des choses à faire. Moi, j'adore l'investissement value, des choses comme ça. Donc, c'est-à-dire, en Mhm. fait, moi, ça va vraiment faire la synthèse de tout mon travail. Je vais regarder ce qui se passe dans le monde du point de vue géopolitique, technologique, ressources naturelles. Quelle est l'actualité, en fait, et je vais me rendre compte que certains secteurs sont totalement dévalorisés. Quand aujourd'hui, on me dit que c'est la fin du gaz, du pétrole, qu'il faut absolument se restreindre, c'est impossible. C'est littéralement impossible. C'est comme l'uranium. L'uranium est un super pari à faire. Même s'il y a eu un décollage assez significatif, il suffit juste en fait de dézoomer. Vous prenez un graphique sur le transport, Disons, sur le disons, pétrole offshore, sur le gaz, sur le charbon, sur l'uranium, tout ce genre de choses, même l'agriculture. Vous dézoomez ça et pendant 10 ans, depuis la crise de 2008, tous ces secteurs-là se sont fait ramasser. C'est-à-dire, la smart money ne va pas dans ces secteurs-là. Et moi, mon pari asymétrique, c'est de mettre possiblement de l'argent dans ce genre de secteur-là, en attendant un décollage massif. Et c'est quelque chose où il faut avoir une vision long terme. On va pas devenir millionnaire. Par contre, je me dis, en investissant sur un truc totalement décoté aujourd'hui, mais on investit sur des entreprises avec des bons fondamentaux et qui sont totalement dévaluées. Donc, c'est vraiment value. Il faut pas qu'il y ait de dette sur l'entreprise. Il faut que ce soit bien calculé, ça. Et une fois qu'on a les bons secteurs qui correspondent à la macroéconomie et à la géopolitique, et qui pour moi sont essentiels à la vie humaine, c'est-à-dire le pétrole et le gaz, c'est sûr et certain qu'on fait des bons paris, mais il faut être un peu patient, et j'appelle ça des placements asymétriques, parce que les rendements vont être asymétriques, pendant un an ça va rien faire, voire ça va perdre, par contre sur 5 ans, moi je vise un 100% APY, annualisé, tu vois, bon, je pense que sur tu ce peux genre de monter. choses. Selon moi, je pense que tu peux encore monter un peu, mais très clairement, j'ai à peu près la même vision là-dessus. Donc ça, ce sont les genres de choses que je peux faire, vraiment des placements value, mais voilà, il faut avoir une perspective long terme, il faut pas avoir envie d'être millionnaire de suite, les gars, ça ne marchera pas. Autre solution que je peux mettre en place, ça c'est une petite nouveauté suite justement à pas mal de demandes de mes clients, c'est un portefeuille pareil avec des entreprises du même genre, bonnes entreprises saines sur le long terme, mais qui distribuent des dividendes élevés entre 8 et 10%. Et ça permet d'avoir une rente en fait avec un dividende qui est rémunéré une ou plusieurs fois par an. On sélectionne des bonnes boîtes dans le monde entier, en Argentine, à Hong Kong, en Suisse, partout dans le monde, avec des bons dividendes et une bonne situation financière, des boîtes qui sont dévalorisées aujourd'hui, alors qu'elles fonctionnent très bien, elles ont un modèle économique et la comptabilité est très bonne. Eh bien, on investit dans ce genre d'entreprise. Même s'il y a un down et un crack sur les marchés financiers, ces entreprises distribuent du dividende. Et avec ça, on a notre rentabilité. Donc voilà, ça permet d'avoir un petit 8-10% annualisé sur des choses qui vont probablement durer pendant encore 5, 10 ans, 15 ans facile. Ce sont des bonnes boîtes. Donc ça, c'est le genre de portefeuille qu'on peut mettre en place également avec pas mal de lignes. Je crois que les entreprises que j'ai sélectionnées dans le domaine, il peut y en avoir plus de 60, tu vois. Donc tu peux Sur tes vraiment avoir un portefeuille. accompagnements. C'est ça, sur tes Excuse-moi. accompagnements. Voilà, ça c'est ce que je propose également Ok. dans toutes mes solutions. Comme j'ai dit, décentralisation, c'est vraiment la première étape la plus simple. Et ensuite, c'est des investissements poussés pour pouvoir placer son argent de manière décentralisée, internationaliser son patrimoine, toucher de revenus derrière. Et on peut le faire avec notamment des portefeuilles à dividendes comme ça, dans des assets sous-évalués, bien sélectionnés dans le monde entier. Et puis, on investit en fait dans des actions sur le long terme et puis on touche notre petite rente. Et c'est assez résilient, même en cas de crack, etc. Ces boîtes-là fonctionnent, elles ont survécu au Covid, elles ont survécu à la crise de 2008, elles ont survécu pendant toute une période où toute la smart money et les institutionnels n'investissaient pas beaucoup dessus. Donc c'est vraiment, il y a des bonnes stratégies à faire. Après voilà, 8-10%, mais c'est vraiment protection et résilience vis-à-vis de la situation qui arrive. Pour moi, c'est des choses qui Ok. peuvent assez bien marcher. Et puis ensuite, j'ai d'autres styles de placement sur lesquels, pareil, je vais respecter un money management serré. Pareil pour ces actions dividendes, hein. Je mets 0,5-2% du portefeuille, maximum du capital. C'est très important. Comme ça, s'il y a un échec, un dirigeant qui se barre avec la caisse, un problème géopolitique X ou Y, on met 0,5 ou 2% dans une entreprise et dans un secteur, on va pas dépasser les 10%, on va pas mettre plus de 10% dans le pétrole et le gaz, par exemple. On va pas mettre plus de 10% dans l'agriculture. Comme ça, s'il y a un problème X ou Y, eh bien, on n'a pas tout le capital qui est lésé à cause de ça. Très essentiel de respecter money management et diversifier avec des secteurs assez différents. Mais moi, je vais pas investir dans la tech ou les trucs comme ça. Ça va être vraiment
des trucs industriels, du transport, de l'uranium, parce que le nucléaire, tout le monde construit du nucléaire aujourd'hui, tout le monde veut du nucléaire. En plus, avec la situation avec le pétrole et le gaz, c'est un putain de pari, l'uranium. Et le décollage qu'il y a eu là, à mon avis, c'est rien par rapport au super cycle qu'il peut y avoir. Pour moi, ça peut être très très intéressant de faire des paris comme ça. Pas de conseil en investissement, évidemment, comme d'habitude, mais n'empêche qu'il y a des choses à faire, à mon avis, et il suffit juste de dézoomer le secteur et vous voyez que la performance actuelle, ça n'a rien à voir au plus haut historique. Je crois que c'était 2007 le plus haut historique. Il manque un bon 100% sur l'uranium, un truc comme ça, tu vois. Donc il y a quand même de la marge. Bon, ça, on va dire que ce sont les placements intéressants qu'on Il y peut a- mettre en place. Et puis après, il y a plein d'autres choses. Ouais, enfin moi je tiens juste à le souligner parce que il y a des personnes qui m'ont gros là-dessus apparemment. Enfin au niveau de l'uranium, sur mon portefeuille principal, parce que c'est pas celui que j'ai partagé dans Fly, c'est un portefeuille, c'est pareil, c'est un portefeuille, mais pour donner raison aussi là-dessus, dans le mien en tout cas, j'ai un ETF qui est uranium. Uranium bien investi, quoi, on va dire, parce qu'il y a plusieurs entreprises qui sont contenues dans l'ETF et je pense qu'avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, euh, en termes de recherche aussi sur le côté fusion et fission et tout ça, je sais qu'il y a des avancées qui sont en train d'être faites par rapport à de l'énergie et le jour où ça va percer, je peux vous assurer que ça va décoller. Et bon, pareil, toute nouvelle technologie suppose qu'il y ait besoin de temps, donc forcément. Mais même Bon. sans ça, tu vois, l'uranium, il suffit juste de regarder, en fait, un des États les plus puissants du monde, la Chine. Ils construisent des centrales de manière massive. Il va y avoir une restriction de la demande. La Chine va être extrêmement importatrice d'uranium. Et ça, sur les prix, ça va faire quoi? Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de demandes, très peu d'offres. Vous connaissez la logique du marché et de l'économie, ça fait monter les prix. Et moi, vraiment, pour moi, ça peut être un pari pertinent, mais il y en a plein d'autres des paris comme ça. Il suffit juste d'analyser la macroéconomie, la géopolitique, qu'est-ce que font les États, de quoi les États auront besoin demain, et sans même parler vraiment des nouvelles technologies qui peuvent être exceptionnelles sur la fusion nucléaire et compagnie, des nouvelles technologies nucléaires. Même avec le nucléaire actuel, il y a quand même besoin d'énormément d'uranium et il y en a pas assez. Donc voilà, ça peut être un pari intéressant. Et ensuite, bah voilà, il y a différents types d'investissements pour diversifier. Pareil, on met des petites lignes. Donc ça va être voilà des trucs un peu particuliers, de l'immobilier logistique au Brésil. Je suis en train d'étudier ça en ce moment. Il y a du minage de Bitcoin au Venezuela. Donc voilà, c'est des trucs un peu particuliers. C'est grâce au réseau de géopolitique profonde, maintenant, on commence vraiment à avoir un bon réseau international. Et puis on peut avoir des solutions d'investissement comme ça qui sont vraiment totalement décorrélées de tout ce qui se passe dans le monde, les marchés financiers. Tu vois, une ferme de minage au Venezuela, putain, tu dois avoir le gouvernement dans la poche, tu dois avoir des contrats d'électricité avec en payant des bacs chiches X ou Y. Donc c'est un investissement un peu spécu, mais n'empêche que tu es totalement décorrélé de tout ce qui se passe dans le monde. Tu es au Venezuela, c'est le bordel, l'État est corrompu, voilà, tu fais ce que tu veux en fait. Et c'est des petits placements comme ça qui sont intéressants pour voilà, mettre une partie de son patrimoine, 0,5-2% comme d'habitude, et puis on fait un petit pari, et puis on a ces BTC qu'on peut convertir en dollars directement, ou holder tout simplement si on veut parier sur le long terme sur le BTC. Donc voilà, il y a différentes stratégies comme ça qui peuvent être mises en place. Bon voilà, j'en mets plein en place, je vais pas tout détailler, mais Ouais, non, mais voilà, il y a plein de placements à faire si vous avez de l'argent, du private equity. Moi, je suis dans des communautés, comment on appelle ça? Des Léonis, communautés. Oui, oui, voilà, j'ai pas trop étudié ça, mais j'en ai entendu parler. Mais voilà, des communautés d'entrepreneurs dans lesquelles je suis, où on fait de l'investissement mutualisé via des fonds, via tout simplement une mutualisation des entrepreneurs. Ça permet en fait de trouver des plans de private equity pour investir dans des entreprises, même françaises des fois, avec des bonnes technologies, de la bonne comptabilité, des bons fondamentaux en fait, et puis parier sur un potentiel décollage. Et puis on rentre avec un petit ticket en respectant un money management serré comme d'habitude. Et puis en fait on prend pas de risque. Et l'essentiel, c'est vraiment de mettre des billes un maximum partout, 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 et éviter ce risque, s'il vous plaît, tout le temps que tout le monde fait, c'est de mettre trop gros sur le pari du siècle, etc. Ça, ouais, c'est comme toujours le d'habitude. problème. Toujours le problème, Diversification diversifier. des outils. Pareil, genre le private equity, tout ce que vont vous dire des gens qui connaissent bien le sujet des startups et compagnie, ça sert à rien de mettre des gros tickets sur 8 startups. Non, mettez des petits tickets sur 20, 50 startups. C'est comme ça qu'il faut faire. En fait. Ouais, C'est comme ça que vous allez 20, diluer le risque et puis en fait vous serez serein avec vos investissements. Et ça c'est la clé vraiment d'être aligné avec soi-même et de bien dormir la nuit en diversifiant un maximum ses actifs et en n'étant pas pressé. Des fois ça fait un peu mal tu vois d'avoir beaucoup de cash etc. Mais en fait prends ton temps, garde du cash de côté, investis et tu as toujours des liquidités en fait pour pouvoir réagir au moindre nouvel investissement intéressant qui arrive plutôt que de faire all-in et puis de dépenser tout ton cash et puis ensuite de galérer un peu à récupérer du capital pour X ou Y raison. Quoi. Donc très important d'avoir toujours cette mentalité à mon avis
pour pouvoir être flexible et surtout pour pouvoir investir ou pas en fonction des nouvelles situations, parce que des opportunités, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous apprendrez énormément tout le temps avec des nouvelles informations, des nouvelles formations partout. Donc, garder du cash, c'est vraiment votre première arme. Vraiment respecter un money management serré et investissez petit à petit, comme ça, tranquillement. Et puis, sur le long terme, vous allez voir que vous allez surperformer la majorité des personnes. C'est nickel. Enfin, moi, je suis super surpris de voir autant de mecs qui découvrent des choses, mais c'est cool. Ça veut dire qu'il y a une marge de progression encore qui est folle. Moi, je t'ai réservé 5 questions courtes. Oui, non. Ok? Pas Ok. oui, non. Oui, non ou réponse. C'est comme tu veux. Réponse simple. Palladium. Palladium. Non. Ok. Pourquoi? Juste pourquoi, du coup? Bah, Palladium, c'est trop précis en fait. Je vais pas investir dans. Déjà, bon, il faut bien comprendre l'industrie minière. Une mine, ça va pas produire que du palladium. En fait, dans une mine, il y aura du palladium, il y aura Ah, du ok, zinc, il y ouais, aura c'est du ce que j'ai cuivre, vu, ouais. il y aura du cobalt. Donc en fait, parier juste sur du palladium, pour moi, non. Par Ok. contre, un petit pari asymétrique avec tout un tas de minerais, pourquoi pas. Mais tu vois, parier juste sur le palladium, le problème c'est que c'est les pots catalyseurs, le palladium. Et demain, tu vois, en plus on est à la mode un peu du tout électrique, même si je pense que c'est pas tenable. Le palladium, je sais pas trop quel est son avenir, à quoi il va servir. Ça peut servir un peu pour l'énergie verte également, mais c'est vraiment un truc pour les pots catalyseurs des voitures à essence quoi. Ok. Donc sujet compliqué, on peut spéculer dessus, mais pour moi, je juge ça un peu risqué. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais le palladium ça va monter. C'est vrai qu'il y a eu une sacrée bulle à un moment, mais j'aurais du mal à anticiper en fait ça. Je vais plutôt prendre un panier de minerais pour diversifier encore une fois le risque. Ok. Monnaie favorite. Compliqué, l'or. Ok. Pays favori. Ouah, super compliqué. Ah, c'est super compliqué. Ah, Et en attends, plus, j'ai réfléchi, hein. ah ouais, non, en plus c'est vraiment dur parce que c'est des principales problématiques avec mes potes justement. On est tous français et puis on cherche des alternatives un peu partout dans le monde. Et donc, ben, moi, je voyage pas mal justement avec des amis pour essayer de trouver des espaces de liberté, quoi. Mais Et j'ai pas trouvé les gars. Donc, ok, bah, je après note. mon pays favori, je suis français, je suis né en France, j'adore la France, je viens du Sud-Ouest à côté de Toulouse. Je vais dire la France, je suis obligé parce que j'ai pas trouvé d'alternative si intéressante que ça. Le problème, c'est que la situation de la France et voilà le déclinisme, la politique, c'est trop chiant quoi en France. C'est pas possible de vivre là-bas. C'est Par contre, ça reste fatigant. le pays le plus sympa au monde pour moi, évidemment. Ok. Mais après, ce qui est marrant, c'est que, enfin, vous voyez Franck et vous me voyez moi, c'est qu'en fait, Franck a le côté plus terre à terre et moi j'ai le côté plus technologique. Mais je pense qu'on le sait même tous les deux indirectement, c'est que moi je vois l'évolution. Par exemple, quand je suis parti de la France, j'ai fait une analyse avec des datas. Donc, je vais pas m'étaler là-dessus, mais une analyse avec des datas sur des projections de pays dans lesquels s'installer dans le temps en fonction de tout un tas de choses, guerre, conditions climatiques, évolution du plastique, les microparticules, enfin plein de choses. Moi, j'ai Je fait regarde des ça aussi. modèles. Quoi? Je Tu regarde l'as ça fait? aussi pour les pays d'expatriation. Ouais. Ok, bah du coup, ouais, moi je me suis positionné là-dessus et c'est là où j'en suis venu à m'installer en Suisse ou alors ça aurait été dans les pays style Copenhague et tout ça. Enfin bref. Mhm. Là, C'est des choses que j'ai en réflexion aussi, les pays scandinaves, c'est intéressant. Justement ouais, à cause de mais ces sujets-là. c'est des bons paris aussi. Après, on aime, on n'aime pas. La crypto que tu garderais à vie. Bah, le Bitcoin, hein. Ok. Paris positionnement crypto-vallée dans le futur, oui ou non? Comment ça? Paris, donc la ville de France. Ah oui, Ce, Paris, ok. ouais, Paris. Oui, c'est vrai qu'on a vu Binance et Crypto.com du coup vouloir se positionner à Paris. Je suis- c'est un peu problématique pour moi. C'est un peu Ok, problématique, donc je dirais non. ok. Euh, retirer de la, retirer Tu de l'avais oublié l'argent, celle-là? hein? Re- Retirer de l'argent, je dois dire oui ou non? Ouais, retirer de l'argent, enfin l'un ou l'autre, ça sera retirer de l'argent en Suisse ou retirer de l'argent en France. Je pense que c'est pareil. Je pense qu'il y aura plus de frais en Suisse, donc je dirais en France. Ok. Alors juste pour info, en Suisse, j'ai fait le test il y a peu de temps là. J'ai voulu retirer 10K en France, 10K en Suisse. Ah oui et non. Bah, enfin, c'est un exemple hyper concret Mhm. pour le coup. Je Mhm. me rends à la banque, je demande mes 10K. On me dit, mais vous avez un justificatif?
Bah, je lui dis non. Pourquoi? C'est pour retirer mon argent, du coup. Il dit, bah oui, mais vous pouvez pas retirer une si grosse somme comme ça. Pas de problème. Donc, je coupe court pour avancer, mais voilà. Je vais en Suisse. J'arrive avec ma carte. Il me dit, bah, juste une pièce d'identité, s'il vous plaît. Donc, on retire les 10K. Et après, je lui dis, bah, écoutez, jusqu'à combien je peux retirer? Et là, il me dit, bah, si jamais vous retirez des fonds, vous pouvez aller jusqu'à 50 000, mais après, il va nous falloir un justificatif. Pour info, voilà, au cas Alors où. effectivement, dans ce sens-là, j'avais pas percuté que pour retirer des grosses sommes, évidemment que la Suisse ce sera beaucoup mieux, même Ah pour oui, bah, oui, ma question vendre était mal posée, je sonore et crois. compagnie. Donc effectivement, moi j'avais vu en mode on retire quelques centaines d'euros, on se mange moins de frais en France, donc je me suis dit pragmatisme, on Ah, retire en France, tu vois. Effectivement, si tu veux ok. retirer des grosses sommes, évidemment que des pays comme la Suisse, le système financier et bancaire, c'est ça qui est vachement intéressant avec ce pays, c'est en dehors de l'Union européenne et ils sont un peu autonomes et ça c'est super intéressant avec la Suisse du coup. Même si, voilà, je trouve qu'ils ont quand même mal géré la crise ukrainienne. Ils ont perdu leur fameuse neutralité. Et pour moi, ça, c'est Ça, c'est extrêmement clair. problématique. Par contre, la gestion bancaire est vraiment conservatrice. Euh, les banques en Suisse ne font pas n'importe quoi, ou alors vous pouvez être au courant. C'est-à-dire que si votre argent est positionné sur les marchés financiers, bien normalement, vous êtes au courant. Alors qu'en France, c'est pas le cas. Et donc là, vous pouvez détenir vraiment des grosses sommes sans souci, retirer des grosses sommes sans souci. Donc là, évidemment, 100% suisse dans ce cas-là, il y a pas de problème. La prochaine, elle est marrante et après, ça sera la dernière pour conclure. Et juste après, si tu as 2, 3 minutes pour des questions des gars, n'hésitez pas si jamais. Mettez-les sur YouTube. Un vol en jet privé avec Elon Musk ou un voyage en fusée avec Jeff Bezos et Warren Buffett. Toi, putain, c'est dur. Ah, c'est pas, Euh, ouais, J'irai Elon Musk, hein, il a l'air quand même bien lui. ok. Ok, bah écoute, Warren Buffett est trop vieux, je pense. Il va donner, même si c'est un financier de génie, il va donner des conseils de boomer, je pense. Et puis Jeff Bezos, quoique Jeff Bezos peut être intéressant, hein, je pense. Hein. Je pense qu'il cache bien son jeu lui aussi du point de vue idéologique, mais Elon Musk en fait, il a l'air beaucoup plus drôle. ok, ok, ça joue. Parfait, bah écoutez, merci, merci pour les questions. Si jamais vous avez des questions pour Franck, n'hésitez pas dans YouTube. Je suis en train d'aller voir. Oula, ah bah attends, la dernière question alors. Blast Club, oui ou non? Non, Ok. très très bonne question. Très très bonne question. En plus, c'était une de mes problématiques la semaine dernière. Donc en fait, ça fait un moment que je suis ça. Je connais bien le mec. Je sais ce qu'il fait. Je vois ses interviews. Anthony, je sais plus quoi d'ailleurs, le fondateur de Feed. Donc ça Anthony fait un moment. Bourbon, fondateur de Blast Club, pardon, ouais, du coup. Ça fait un moment en fait que je suis ce dossier. En fait, il y a un problème avec ce projet, c'est qu'il y a énormément de frais quoi, et c'est super chiant. C'est-à-dire, on a des frais de constitution de dossier qui sont quand même assez élevés. Ça peut aller jusqu'à 4 ou 5%. Donc ça, je dis, ok, il y a des petits frais de dossier, mais il faut pas abuser. Et ensuite, tu payes ton abonnement évidemment pour accéder aux investissements. 1000 Ensuite, balles il y a par un... mois. Pardon? 1000 balles par C'est mois. 1000 balles, non, 1000 balles par an, mais là, ce serait vraiment pour mettre des petits tickets. Genre, tu peux investir que, je sais plus, peut-être 5000 Ok. euros maximum dans l'année, tu vois. Donc, en fait, faut mettre 3000 ou 5000 balles minimum pour que tu puisses investir un peu plus de tickets. Sachant que lui, je sais pas quel va être son volume de propositions. Mais le problème, en fait, de ce genre de choses, c'est qu'il va te faire payer, tu auras des frais de dossier. Et en plus, ça veut pas dire que ce sont des paris gagnants, parce que lui, il vend la chose, c'est très marketing, il est très bon. Il vend la chose comme quoi, voilà, il va sélectionner les choses sur le volet, il a plein de propositions, etc. Il va proposer que des trucs qui tuent. Mais la réalité du private equity, les gars, c'est que c'est ultra spécu, ultra dangereux. Moi, quand j'investis dans ce genre de choses, c'est des entreprises qui sont déjà en place, qui ont une comptabilité, qui en fait font déjà de la croissance et ils veulent faire une sorte de levée de fonds pour pouvoir grossir l'entreprise. J'investis dans ce genre d'entreprise qui existe déjà en fait. Si lui, je sais pas ce qu'il va proposer concrètement, donc je vais pas juger non plus trop rapidement, mais Ouais, si lui ouais, il non, mais propose des entreprises qui sont en phase d'amorçage, c'est extrêmement risqué. C'est des startups en fait. C'est-à-dire on parie sur un truc, en plus il doit y avoir BPI France, mes couilles derrière. Donc voilà, bizarre. Donc en fait, je trouvais ça, le ticket d'entrée trop cher, les frais de dossier me cassent les couilles. Et il y a plein de communautés de deals comme ça, d'investisseurs. Voilà, payer des trucs à 2000 balles dans une communauté où vous aurez plein de solutions avec des gens qui puissent discuter avec vous, c'est quand même plus pertinent. Quoi. je pense que Adrien a sa réponse en fait. Parce que beaucoup de personnes se sont posé la question dans la communauté. Moi aussi, ouais. Euh, enfin moi aussi je me suis posé la question parce que c'est vrai que bon il y a des éléments qui sont intéressants mais c'est vrai que bon, bref. Ben, j'aimerais bien avoir un retour de quelqu'un qui est rentré dans le truc et qui me parle un peu des deals. Tu vois, il arrive en grande pompe. Je sais pas si t'as vu, il y a eu quand même pas mal d'articles dans les Oui, alors magazines justement il économiques, y a etc. Anthony qui passera Donc voilà, certainement un jour. il a une belle notoriété, donc il y a pas mal de pubs. Et moi, je me méfie un peu quand il y a, ouais, quand il y a
d'attractivité dans ce genre de truc. C'est très marketing, donc évidemment, faut jouer sur ça. Mais pour l'instant, je préfère patienter, puis je perdrai 1 an peut-être, mais c'est pas grave. Des investissements, j'en ai plein. Encore une fois, faut jamais être pressé. Donc, si dans 1 an on me dit que c'était en fait top et que je suis un glandu, je l'accepterai. Y a pas de souci. Mais tu sais, Franck, pendant un temps, je me suis dit, je vais lancer des formations en ligne en faisant les lancements comme on fait habituellement. Je vais me mettre sur une scène. En Suisse, il y a l'EPFL, c'est une immense scène incroyable, toute vitrée, et le Rolex Center pour ceux qui connaissent. Et je vais faire mes lancements de formation là-bas à la Steve Jobs. T'en penses quoi au niveau marketing? On est pas mal. Ah ouais, bah là, avec le petit micro comme ça, là, ouais, parfait, parfait. Bah, tu deviendras un vrai entrepreneur millionnaire, mais fais ça à Dubaï, Bien ce sera encore sûr. mieux. Et il y aura le petit truc millionnaire riche, tu sais, sur Instagram et tout ça. Et normalement, tu dois inviter des invités de renom, donc moi je veux être là aussi, comme ça je peux faire un Ah bah petit tu peux, speech, oui, oui, etc. bien sûr. Ah bah, évidemment, évidemment. Mais en vrai, ça, ouais, en faisant le cours, là, ça m'a donné une idée. Mais bon, je vais y réfléchir. C'est le stade supérieur, tu sais, des formations qu'on fait un peu à distance, etc. Le stade supérieur, c'est le séminaire en physique, entre guillemets, où tu fais ton pitch et tu fournis de la valeur directement en réel, en présentiel avec des gens, une sorte de cours, quoi, en fait, tout simplement. Souvent, on dit que c'est ça la phase qui arrivera après, Mais quand même on pas aura en marre, en fait, séminaire, de parler derrière ton ordinateur et ton micro, quoi. même pas de faire venir les gens. Juste la salle est vide et c'est un peu comme Ah, ils font comme ils font les keynotes en fait, tu vois. Je fais une ok, keynote de ok. lancement de formation, juste un truc comme ça. Je vois, je vois. Ouais, Ouais, bah là, dans ce cas, équipe lumière, micro, et puis caméra, et puis voilà. à méditer, à méditer. Ce sera un meilleur décor, en tout cas, que le fond que tu as derrière toi actuellement, quoi. Ou le mien. Oui, mais tu sais que ce rideau il est magnifique, hein. Ok. C'est un rideau Je de te crois, je te collection. crois. Bon, Rideau de je vais arrêter millionnaire. je vais arrêter de diverger. Juste, bah, du coup, je vais prendre les trois questions. Il y a l'euro est-il condamné à mourir dans les prochaines années? Maximum 3 ans, par exemple. C'est ce qu'on disait tout à Très, l'heure, très, je pense. très, très bonne question. Très, très bonne question. Alors, moi, j'ai un biais négatif sur l'euro, c'est-à-dire que j'ai toujours pensé que c'était une monnaie qui était structurellement pas viable. Euh, et je pense que c'est pas un bon pari de parier contre l'euro. Tout simplement parce qu'à un moment, quand l'euro-dollar là va se retourner, pour moi il manque 8-10% et il va y avoir un retournement. Peut-être que les capitaux vont retourner massivement sur l'euro. Et là, si vous n'êtes pas sur l'euro, c'est que vous n'avez rien compris au marché. Mm. Au bout d'un moment, s'il faut revenir sur l'euro, même si on n'aime pas cette monnaie, et c'est mon cas, je reviendrai massivement sur l'euro. Quand le dollar sera, il y aura, quand on aura vraiment des fondamentaux et des statistiques qui nous montreront en fait que c'est plus bon d'être sur le dollar en fait. Quand le dollar il est vraiment dans un bull run pas possible, au bout d'un moment ça va être la fin et il faudra aller sur une autre monnaie. Donc est-ce que ce sera l'euro? C'est une bonne question. En tout cas, toutes les autres monnaies se sont crachées là, à part le franc suisse qui résiste quand même bien par rapport à la parité, mais toutes les autres monnaies sont complètement crachées. Pour moi, on est peut-être à un plus bas déjà de l'euro. Donc ça peut encore baisser de 8%, mais après, peut-être qu'il faudra y aller massivement sur l'euro. Et ce sera pas la fin de l'euro, les gars. Ça va être le début du tout contrôle de l'euro avec l'euro numérique. On en revient là. Donc voilà, l'euro, il va encore vivre un peu, je pense. Pareil pour l'éclatement de l'Union européenne, parce que je pense que c'est un peu en lien et puis ça sous-tend un peu cette question. L'éclatement de l'Union européenne, bah ouais, moi j'y croyais pendant des années et puis au final je me dis, en fait la mort va être lente, lente et douloureuse. C'est comme ça que ça va se passer en fait. Il va pas y avoir un Ah, crash monumental, les gars. Ça va être de la souffrance. Moi j'y crois, je crois vraiment à cette analyse-là. Et au moins, ça nous pousse à pas être trop catastrophiste. Ok, on va mourir lentement, le déclin va être lent et douloureux, mais ça te laisse le temps de t'organiser et de faire des paris comme ça asymétriques si tu en as l'occasion. Merci pour ta réponse. J'ai une autre question qui est arrivée entre-temps, enfin un petit peu plus haut, parce que j'avais pas pris le temps de regarder. Bitcoin à 1 million de dollars un jour? Compliqué à mon avis, hein. 1 million, ça me paraît beaucoup. Et je On peut pense que les monter gens ont pas déjà à 100 tué, 000. Déjà à 100 000, ça peut être pas mal. ouais. Et on sera tous bien refaits parce que on en aura forcément acheté avant, si on n'en a pas déjà aujourd'hui. Mais 1 million, les gars, un asset à 1 million, vous vous rendez pas compte. En fait, si tu permets, je vais compléter. Vas-y, vas-y. Le, le moment précis où le Bitcoin sera à 1 million, ça signifiera une chose, c'est que alors, il y a déjà des utilités, donc il faut pas sortir du contexte ce que je vais dire, mais le Bitcoin aura trouvé des utilisations et des fonctionnements directement dans le mode traditionnel et aura une présence bien plus avancée que ce qu'il a maintenant, si jamais ça devait arriver. Après, c'est la première monnaie à être apparue, qui a donné lieu à toutes les autres. Beaucoup de personnes s'accordent à dire que ce sera un actif de référence. Moi, je pense que ça pourrait être quelque chose sur lequel, comme d'habitude, et comme on l'a vu pendant tout le long du live,
on fait un pari. Après, il y aura peut-être des désaccords avec Franck, mais c'est aussi le principe de faire des lives. Mais pour moi, à 1 million, ça peut potentiellement être le cas, mais un jour où voilà, on arrive à aller au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui, ça veut dire que tout le monde l'utilise pour faire des échanges, des transactions et tout ça, parce qu'il y a eu un événement qui a conduit à ça, ou alors dans le prolongement technologique, qu'on est arrivé justement à à ce moment précis. Mais voilà, après, ouais, je comprends par exemple ton point de vue là-dessus. Ouais. Bah, je peux encore compléter. Le Bitcoin à 1 million, ça veut dire qu'en fait, toute l'économie, c'est complètement cassé la gueule, à mon avis. Donc, Ah bah, c'est peut-être pas très une bonne clairement. nouvelle. Ça veut dire qu'en fait, tout est par terre et que, en fait, ton Bitcoin qui vaut 1 million, bah, au final, tu pourras pas faire grand-chose. Ça vaudra pas 1 million, en fait, ça vaudra juste un Bitcoin. Parce que, Un ce Bitcoin, sera ouais. coté dans une monnaie, tu parles en millions, mais en millions d'euros ou de dollars, ce sera coté dans une monnaie ce sera la monnaie, la devise fiat qui sera le shitcoin. Donc, en fait, ça sert à rien, un Bitcoin à 1 million, je pense. Mm. Donc, on va En fait, retourner la chose comme ça, quoi. ouais, ouais, je vois. C'est vrai que sous cet angle, c'est bien aussi. C'est si le Bitcoin il est à 1 million, soit c'est parce que c'est devenu une réserve de valeur, mais bon, il faut s'imaginer que là, je sais pas combien de capitalisation on est, mais le Bitcoin à 1 million, je sais pas à combien de millions, de milliards ça porterait sa capitalisation, mais il y a quelques zéros, hein, je pense. Hein. Ouais, ouais, De d'ici. ce serait massif. Ah ouais, Mais, j'arrive pas mais, vraiment à me le représenter parce que je peux mais pas faire les chiffres tout ça devant le l'ordinateur. problème, Mais c'est de dire, voilà, le Bitcoin est 1 million, mais en fait, qu'est-ce qui se passe autour? C'est-à-dire, si le Bitcoin est 1 million, le S&P 500, il est à combien? L'or, il est à combien? Qu'est-ce qui oui, se passe dans c'est surtout ça. l'économie? Parce qu'en Euh, fait, le Bitcoin à 1 million, ça, en soi, ça veut rien dire. Regardez comment va être l'environnement et les fondamentaux économiques autour. Et à mon avis, c'est ça qui va déterminer le fait que c'est bien ou pas. Et moi, je pense pas que ce soit une bonne nouvelle, un Bitcoin à 1 million, honnêtement. ok, entendu. Merci beaucoup. Encore deux questions et après je te propose qu'on finisse gentiment. Ouais, j'ai faim. Ouais, moi aussi. Ben, on en prend une. Soit on parle de XRP, votre avis sur le XRP, soit un avis sur ETH depuis le Proof of Stake. OTH? Attends, comment? C'est quoi que l'avis sur OTH? L'avis sur ETH, Ah, Ethereum, ETH, pardon. ouais, Ethereum. Sur le passage de Proof of Stake. Euh, J'aurais pas un avis très pertinent sur les deux sujets. Alors XRP, pour moi, j'étais assez attentif à ce qui se passait avec la SEC, du coup l'instance de régulation américaine, justement sur le fameux XRP, qui ont stipulé voilà que c'était un actif financier spéculatif et compagnie. Ça avait bien fait cracher le cours. Moi, j'ai fait un petit x2 ou x3, un truc comme ça sur le XRP pendant le bull run, le dernier bull run. Donc c'était un bon pari, on va dire. Mais j'ai dumpé cette crypto-monnaie sans vergogne. Hein. Je vous le dis de suite, il n'y a pas de souci quoi. Donc le XRP, apparemment, voilà, il y a des théories pas mal qui disent que ce sera utilisé par les banques centrales au niveau technologique et compagnie. Moi, je crois absolument pas. Voilà, ce sera une crypto-monnaie lambda qui va servir pour des choses voilà, très précises. Mais pour moi, ça vaudra pas le Bitcoin ni même l'Ethereum. Quoi. Et Ouais, ensuite, peut-être des échanges bancaires, tu veux? Non? pardon. Peut-être des échanges interbancaires, tu voulais dire? Voilà, c'est ça, oui. XRP, ça sert voilà totalement, c'est exactement ça, échange interbancaire vraiment pour le milieu commercial et peut-être banque centrale de l'économie quoi. Donc ça peut servir pour ça. Ça veut pas dire que ce sera un bon actif à garder sur le long terme ou un actif spéculatif intéressant. Je vois pas en fait. Hein. Et n'oubliez pas que les fondamentaux des crypto-monnaies sont totalement décorrélés de leur valeur. Hein. Enfin souvent ça se vérifie à part pour le Bitcoin peut-être, mais bon. Si y a un pari à faire Mm. spéculatif sur une crypto-monnaie, en fait, c'est le Bitcoin qui va tout driver en général, et c'est ça. Et l'Ethereum, de temps en temps, va se décorréler, mais au final, ça se suit assez bien. Quoi. Et concernant le proof of stake d'Ethereum, bah, pas grand-chose à dire. Hein. Vous pouvez maintenant staker vos Ethereum, avoir votre petit rendement sur Lido et compagnie. Voilà. J'ai pas énormément Final. d'avis. Pas énormément d'avis sur ça. Pour moi, Ethereum, c'est quand même pas mal hein, de pouvoir construire des smart contracts et puis de faire du business grâce à cette technologie, quoi. Moi, j'utilise pas mal les layer 2, les sidechains, du coup, vu que les frais, quand même, d'Ethereum sont, même s'ils sont beaucoup moins élevés, là, voilà, ça reste assez élevé. Après, c'est là où il y a toutes les liquidités. Donc, pour la sécurité maximum, c'est vrai que Ethereum, c'est quand même le mieux. Mais moi, j'aime bien les alternatives pures, vraiment, en layer 2, c'est Optimism et Arbitrum. Voilà, on utilise ça, c'est vraiment sous-couche d'Ethereum, mais c'est réellement des sous-couches d'Ethereum, c'est pas comme Polygon. Donc, ça vraiment, ça, à la fin, ça finit sur Ethereum, donc avec la sécurité, la décentralisation maximum d'Ethereum. Donc c'est intéressant. Mais sinon, voilà, pas grand chose à dire sur le proof of stake. Je sais pas si tu veux rajouter un truc majeur. Non, non. Enfin, moi de mon côté, par rapport au proof of stake, pareil. Le problème, c'est que depuis le passage au proof of stake, c'est devenu un petit peu trop centralisé à mon goût. Et oui, le problème, c'est Donc, qu'il y a déjà les nœuds Ethereum, majoritairement, ils sont aux États-Unis.
faut le Ouais. savoir. Déjà, Et ensuite, il y a déjà. des plateformes style Lido qui permettent de mutualiser aussi le stake. Et là, même si vous n'avez pas les 32 Ethereum, eh bien, vous pouvez staker sur des plateformes alternatives sur Lido. Et vu qu'en fait, il y a une énorme concentration, ça crée de la centralisation derrière. Donc, effectivement, il y a, par rapport à Bitcoin, ce sera quand même moins Tu veux dire décentralisé. Lido Comment? Finance? Ouais, voilà, Lido qui permet en fait de mutualiser le stake d'Ethereum, même si t'as pas les 32 Ethers, eh bien en fait tu peux avoir quelques Ethers et participer en fait à la validation via les nœuds, via Lido, mais du coup ça fait un acteur qui est certes décentralisé, mais il y a quand même une centralisation sur sur ce protocole dans lequel il y a énormément d'Ethereum qui sont concentrés, donc c'est un peu Bah, c'est problématique. un peu le cas de Just Mining aussi, ouais. Comme Just Mining peut le faire, Tout à fait. typiquement. Ouais. Bah, Just Mining, c'est purement centralisé, donc voilà, c'est pas un souci en soi, mais faut savoir que c'est pas dans l'optique de la décentralisation et dans l'essence même d'Ethereum. Les Ethereum Maxi sont vraiment attachés à cet aspect de décentralisation. Et avec Vitalik Buterin, la personne majeure d'Ethereum, avec la centralisation peut-être relative qu'il peut y avoir aujourd'hui avec le Proof of Stake, voilà, on commence à perdre un peu une tendance à la décentralisation, sans compter le fait que la plupart des nœuds sont aux États-Unis, et donc voilà, la régulation également peut venir mettre à mal un peu peut-être les perspectives à l'avenir de cette technologie et de cette crypto-monnaie. Mais ça, pour moi, ça reste un truc intéressant, l'Ethereum évidemment. C'est un bon résumé. Je pense que ce soir, il y a eu un déversement de valeur brute et nette, ça c'est clair. C'est pas Et mal, ouais. encore, ouais, encore, c'était merci beaucoup pour ta présence. Donc, je rappelle à tout le monde, pour ceux qui sont intéressés, soit vous vous rendez sur YouTube, soit vous vous rendez en description. Vous avez le lien pour nos limites. Donc, ça, c'est pour nous rejoindre, nous, pour avoir accès même aux rediffusions des lives, parce que là, juste après, ils vont être supprimés. Et ensuite, si vous souhaitez en apprendre un peu plus par rapport à Franck, par rapport à ce qu'il fait, la débancarisation et tout ça, ça se passe également dans le deuxième lien, où vous pouvez directement, c'est booker un call, je crois, sur un calendrier, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, Donc, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le Calendly, c'est gratuit. Et puis, voilà, nous, on a plein de solutions d'investissement, de décentralisation, comme on en a parlé, en fait, tout le long de ce live. Et puis, en fait, s'il y a des solutions qui vous intéressent, on peut vous proposer quelques stratégies qui sont, à mon avis, essentielles à mettre en place pour trouver de l'autonomie, de la résilience et gagner de l'argent. C'est ce qui nous intéresse tous aussi derrière. non, moi je vis d'amour et d'eau fraîche. Bien sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, bah, ne me quitte pas parce que je vais juste couper le live et on Pas de reste souci, ouais. 2-3 minutes pour la presse si tu veux. Merci à tous d'avoir été là ce soir. Dans les prochaines semaines, j'espère que vous allez être ici au rendez-vous si vous êtes sur les dernières personnes à regarder encore ce live. Sachez que vous avez vu Franck, mais sachez qu'il y a aussi des grosses personnalités en youtubeur, en entrepreneur et différentes personnes qui vont passer sur la chaîne du même acabit que Franck et qui seront très très pertinentes. Donc je vous invite à suivre ça de près. Vous pouvez dire merci encore à Franck sur ses réseaux sociaux et dans les commentaires. Et en tout cas, bah, merci à tous. Excellente soirée à vous et à très bientôt.